croyais que ça avait commencé, j'étais prêt à partir. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Hervé Frances. Je m'occupe notamment au sein de Comment de la communauté des agences. Chaque année, on fait des petites conférences qu'on veut utiles pour nos conférences et pour nos publics, pardon, et pour nos agences. Et cette année, le thème, évidemment, c'est de pouvoir parler de cette crise qui touche l'ensemble des métiers de la communication et surtout de se mettre dans une posture positive. C'est-à-dire que je crois que vous êtes tous un peu inquiets, soucieux, préoccupés. L'idée de ce soir, c'est pas forcément de vous donner toutes les clés de la réussite, mais de vous montrer que finalement, différents intervenants de différentes tailles, dans différentes agences, dans différentes fonctions, puisqu'on aura aussi avec Renaud la parole d'un DIRCOM, mais on aura avec Gilles aussi, que je vais vous présenter après, la parole aussi d'une maison de production. On n'aura pas que le regard des grandes agences, on aura le regard d'agences indépendantes de différentes tailles. C'est appréhender finalement les enjeux de cette crise. Et pour ce soir, parce que moi j'aime bien faire des petites surprises, ce soir j'ai mis un t-shirt spécial, alors je vous le montre, hop, regardez. Vous voyez mon t-shirt? Voilà. Ah, on le voit. Voilà. C'est mon t-shirt du soir. Je l'ai réservé depuis une semaine pour vous. C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit de ce soir. Je vais tout de suite donner la parole à chacun des intervenants. Chacun va se présenter assez rapidement. Ils vont vous dire ce qu'ils sont dans leur agence, quelle est leur agence, quelle est la date de création de leur agence, quelle est la taille de leurs effectifs, quelles sont leurs marges brutes, pour que vous puissiez avoir des petits repères et aussi identifier un petit peu les éléments de représentation de chacun. Et pourquoi je suis toujours en démarrage? J'espère que ça a commencé, hein, parce que je suis toujours en démarrage, moi. Oui, bon. Fabrice, tu veux bien commencer? Bonjour, donc je m'appelle Fabrice Fournier, je suis président de l'agence Watt. Alors l'agence Watt, je suis pas sûr de le faire dans l'ordre. Peu importe. Voilà, c'est une agence de communication corporate qui en fait a une petite particularité, c'est que 40% de son activité est dans un domaine assez spécifique de la communication corporate, qui est la communication pour les ressources humaines. Et notamment qui accompagne donc un certain nombre de clients, même un grand nombre de clients dans l'image d'employeur, tant du point de vue de l'image, mais aussi des dispositifs d'emploi, et donc à ce titre qui fait également pas mal d'achat d'espace, qui est un peu atypique dans notre univers. Combien de salariés chez Watt? On est 250 collaborateurs. Autant dire que c'est lourd en ce moment. Ça pèse un peu. Ça pèse un peu. Nous sommes présents à Paris, mais aussi dans 7 métropoles régionales, un peu partout en France, pour être proche de nos clients, et parce que c'est une spécificité historique de l'agence. Il y a à peu près 60 collaborateurs qui sont en région. Qu'est-ce que je pourrais oublier? La marge brute. Alors, je vais parler de la marge brute qu'on a fait l'année dernière, parce que la marge brute qui s'annonce, je n'ose me prononcer. L'agence Watt, c'est en 2019 25 millions d'euros de marge brute. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, Hervé, non? Super, c'est bien déjà, ça aide à comprendre, et puis on va revenir après un peu plus sur ton activité. Guillaume, est-ce que tu veux bien présenter ton activité? Oui, bonjour à tous. Enfin, bonsoir, il fait nuit, mais on est encore dans l'après-midi. Moi, je dirige Brainsonic, c'est une agence qui est née en 2003, on est 110, on s'amuse tous les matins à essayer, à tenter d'engager les audiences clients avec 3 piliers majeurs, tous les métiers du contenu chez nous, toute la chaîne de valeur du contenu, tous les métiers du social, du conversationnel. D'ailleurs, on nous met plutôt dans la case des agences dites conversationnelles, et les métiers de l'événementiel, puisque 30% de mon chiffre d'affaires est lié à Brainsonic Event aussi, qui est une agence événementielle.
On s'amuse avec des clients comme, je dis on s'amuse, mais c'est des métiers passion, tout ça, comme Leroy Merlin, Microsoft, Société Générale, 50% B2B, 50% B2C. On a des budgets marque employeur, par exemple. On a la marque employeur d'Eurovia. On a une partie on a tout le social media et une grosse partie du digital de Leroy Merlin. Enfin voilà, c'est plein de choses très sympas. Et Guillaume, avec pour toi une spécificité, c'est que tu as aussi des collaborateurs qui sont en régie quelquefois chez les annonceurs, c'est ça? Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une spécificité aujourd'hui dans le paysage des agences, mais c'est vrai que j'ai une petite partie de mes collaborateurs sur des stratégies in-house, etc., où maintenant, la valeur ajoutée des agences repose aussi autant dans le conseil que dans le delivery. Et le delivery, tu dois l'optimiser et parfois tu l'internalises. Seulement, les annonceurs, ce n'est pas leur métier de base, donc tu leur permets d'internaliser en partie, et avec toi notamment. Et voilà, par exemple, chez Leroy Merlin, il y a 5-6 personnes. Chez France Télévisions, il y en a 5-6 aussi. Enfin, je dois avoir une trentaine de personnes plutôt en régie chez nos clients. En effet, surtout sur les métiers du conversationnel et les métiers de la prod aussi. Alors là, on va voir la touche internationale, mesdames et messieurs. Je vais donner la parole à Céline. Salut Céline. Salut. Est-ce que tu peux nous raconter encore un petit peu ce qu'est Nude aujourd'hui et quelle taille, les effectifs, toutes les compétences formidables qu'il y a dans cette agence? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Céline Boisson. Je suis directrice générale de Nude, qui est une agence indépendante qui existe depuis 20 ans, en France depuis 20 ans et à Shanghai, en Chine, depuis 5 ans. Voilà, on est une trentaine de personnes. Notre marge brute aussi entre environ 2 800 000 euros. Notre cœur de métier, c'est d'accompagner les marques sur leur stratégie de marque, vraiment très en amont sur une dimension conseil, et d'être capable après de mettre ça en musique dans une dimension plus créative ou de communication. Et notre champ d'action, nos clients sont assez diversifiés. On en reparlera peut-être après, qui peut être une chance pour l'agence aujourd'hui, puisqu'on est aussi bien dans la grande conso, dans le médical, dans l'entertainment, dans les services, dans la banque, l'assurance. Et du coup, voilà, c'est bien d'avoir cette diversité dans la période qu'on traverse aujourd'hui. Voilà, et du coup, tu parlais de l'international, donc effectivement, on est vraiment entrepreneur. On a créé Shanghai de toutes pièces, qu'on continue à faire fructifier aujourd'hui. Voilà. Super. Bon, ça va être intéressant d'entendre aussi ton point de vue sur les deux rives, sur les deux continents, de voir un petit peu si oui. différentes. Gilles, aujourd'hui, tu vas avoir une fonction particulière, parce que tu vas parler des agences audiovisuelles. Alors, tu vas parler de la tienne, évidemment, que tout le monde commence à connaître parce que tu fais de formidables choses pour Comment. D'ailleurs, il faudra que tu dises ce que tu fais pour Comment, parce que c'est toujours très apprécié et peu de gens savent que c'est toi derrière. Donc, dis-le, parce qu'il y a aussi des agences qui sont là, qui cherchent des boîtes audiovisuelles, donc tant qu'à faire, vas-y, prends des commandes. Je peux pas décemment mettre le logo, envie de dire. Non, mais dis-nous un peu ce que tu fais. Que s'il n'est déjà sur les cafés avec l'heureux fondateur de deux structures, une qui s'appelle Envie de dire et que j'ai créée il y a 15 ans et qui j'ai un problème de son, voilà, et là ça va mieux. Enfin, je sais pas. Après, moins que le son, c'est le débit, j'ai l'impression, qui est pas bon. Mais on t'entend pas. Gilles, on t'entend pas. Là, on t'entend pas. Là, tu es dans le son de la salle de bain. Je fais de l'audio-vidéo. Tu es dans une salle de bain pour nous, Gilles. Vas-y. Alors, on va donner la parole à Renaud, parce que Renaud, je suis très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Je voulais absolument qu'on ait un point de vue d'un DIRCOM. Renaud s'est libéré et en plus, il le fait dans des circonstances particulières parce qu'il va vous le dire, il vient de prendre de nouvelles fonctions il y a quelques jours, quelques semaines, et forcément, quand on prend des nouvelles fonctions, on a plein de boulot. Renaud, voilà, je te laisse te présenter et nous dire, parce que tu as toujours un regard très franc sur les agences, et pourquoi tu as bien voulu accepter aussi de parler à la fois aux agences aujourd'hui et aux freelances, et puis plus généralement des difficultés ou des nouveautés que nos métiers rencontrent depuis la crise du Covid. Ok, donc j'essaie d'être franc, mais je vois en même temps que Gilles, et j'essaie d'être amical aussi. Et comme Gilles est revenu parmi nous, est-ce que tu veux reprendre le cours de ta présentation en laissant la parole à Gilles, ou est-ce que tu veux que… Alors,
Si Gilles maintenant est bienvenu, on finit avec Gilles et on revient avec toi, Renaud. D'accord, ok. Donc, deux structures. Une qui s'appelle Envie de dire et qui réalise des films pour des grands comptes comme PSA, BNP Paribas, le CNES, Auchan, Dior, LVMH, et qui accompagne aussi Comment, notamment sur Un café avec et les Grands Prix depuis 3 ans maintenant. Et puis, il y a 2 ans, j'ai créé une autre structure qui, elle, s'appelle Envie de prod et qui est plutôt en méthode flexible et agile, qui fait des films vite fait, bien fait, sous forme de pack. En fait, j'ai commencé à me réinventer, entre guillemets, il y a déjà 2 ans, puisque, comme vous le savez tous, le marché de la vidéo explose littéralement. Et donc, il y avait un nouveau besoin, et notamment la création de cette structure qui j'allais dire, logiquement, se porte mieux que la première, puisque en fait, la seconde n'a absolument aucune ressource humaine intégrée, alors que la première, effectivement, donc sur Envie de dire, on est monté jusqu'à 7-8 personnes, on est bon an mal an entre 500 et 700 000 euros de marge brute. Et puis aujourd'hui, on est dans une crise de plein fouet. Voilà. Mais voilà pour qui on est, ce qu'on fait. Et la deuxième, par contre, Envie de prod travaille à la fois avec des grands comptes, mais également avec des startups ou des TPE, PME, associations pour des budgets extrêmement bas. Voilà. Mais avec une méthode qui fonctionne. Voilà. Okay. Merci Renaud. Alors Renaud, vas-y, je te redonne la parole. Dis-nous un peu, attends, quelles sont tes nouvelles fonctions? Voilà, moi, comme tu disais, j'étais 6 ans le directeur de la communication d'Alkia au sein du groupe EDF. Donc, Dalkia était la filiale de services énergétiques du groupe EDF. Et auparavant, j'ai une carrière essentiellement de journaliste. Et depuis un mois et quelques jours, j'ai rejoint RTE. C'est le réseau de transport d'électricité, où je suis également directeur de la communication. Donc, aux gens à qui ça ne parle pas, une petite métaphore, c'est que le réseau de transport d'électricité, ce sont les autoroutes, et Enedis, que vous connaissez peut-être mieux, gère, on va dire, les nationales et les départementales, et arrive jusqu'à votre maison. Mais toutes les autoroutes de transport de l'électricité, c'est un service public, c'est une entreprise publique, et c'est la gestion, une mission de service public qui est confiée à RTE. Donc, RTE, c'est 9000 personnes. Moi, je ne vais pas vous parler en EBITDA, parce que je ne sais pas si j'ai le droit ou pas le droit, je ne sais plus ce qui est public ou pas public. Je n'ai pas encore le fine-tuning là-dessus, mais c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un peu plus que nous tous. C'est ce qu'on appelle un monopole régulé. C'est une particularité française, un monopole régulé. Donc voilà, donc j'en charge l'ensemble de la com et ça fait une équipe de 60 personnes donc voilà, avec des com métiers, des com régions. Voilà ce que je peux dire succinctement pour présenter RTE. Et effectivement, les journées sont lourdes. Quand on est arrivé dans une entreprise 3 semaines avant le confinement, et qu'il y a une centaine de personnes à voir en face à face, etc., le tour des régions, enfin vous imaginez bien. Voilà la situation actuelle. Encore une fois, dans ce contexte-là, merci d'abord à vous tous d'être là. Merci à Renaud encore plus particulièrement, parce que c'est vrai, c'est important pour nous d'avoir aussi le regard des DIRCOM. Le premier thème, on va aborder différents thèmes dans cette conférence ce soir. Premier thème, je vais donner à tout le monde le plan, comme ça vous pouvez aussi regarder à quel moment vous avez envie d'intervenir, de poser des questions. N'hésitez pas à le faire dans l'onglet questions. J'ai dit que je dirais à celui qui pose ou à celle qui pose la première question, je dirais où j'ai acheté mon t-shirt, mais je ne l'offre pas. Alors, première partie, ce sera sur le confinement. Premier confinement, comment l'avez-vous vécu les uns les autres? Quels ont été les impacts? Quelles ont été les conséquences pour vous? Et quelles ont été les décisions que vous avez prises par rapport à ça? On va parler bien sûr du confinement 2 qu'on est en train de vivre les uns les autres. Qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que ça vient valider? Qu'est-ce que ça vient encore transformer? Est-ce que ça vient encore constituer un élément différenciant dans le développement commercial de nos agences, dans le positionnement des agences, dans le discours des agences? Ça va être cette partie-là qu'on va aborder dans une quinzaine, 2 minutes après aborder le confinement 1. Et puis ensuite, on parlera d'une manière un peu plus longue de ce que on a du thème de cette conférence, qui est le restart des agences. Comment aujourd'hui on peut, agences, freelance, DIRCOM, travailler ensemble, créer de nouvelles énergies, créer de nouvelles perspectives, comment on doit se positionner. Je vous donnerai aussi des réflexions par rapport à ce qu'on a pu faire nous-mêmes à l'agence.
très rapidement, moi, je vais très peu échanger sur ce qu'on a vécu, puisque moi, j'anime plutôt. Juste pour ceux qui ne le savent pas, je dirige une agence qui s'appelle OCO, qui est là depuis 27 ans, qui est une agence indépendante, qui fait du corporate, qui fait beaucoup de contenu, beaucoup de création publicitaire. On est une agence de 15 personnes, on fait un peu plus de 3 millions d'euros de marge brute. On fonctionne dans une dimension de création et de conseil depuis le début et depuis l'origine de l'agence. Et on est, comme vous, au cœur de cette difficulté. Et l'intérêt pour moi, c'est que de donner la parole et moins de raconter ce qu'on a vécu. Mais évidemment, si je suis interrogé, je pourrais y répondre. Céline, je voudrais commencer avec toi, puisque tu as l'avantage d'avoir été le témoin d'une première crise qui a commencé d'abord en Asie, avant même d'arriver ici au printemps chez nous, puis qui semble, elle, bien maîtrisée, en tout cas pour la Chine actuellement, mais tu nous diras si c'est vrai ou pas vrai et comment ça se passe, alors que nous, on a cette fameuse deuxième vague qui paraît encore plus grosse que la première, en tout cas du point de vue sanitaire. Je ne sais pas si économiquement elle aura le même impact ou si elle sera encore plus effroyable. Mais quelles ont été pour toi les conséquences, les impacts sur Nude dans ton business déjà, dans tes équipes et évidemment dans ton développement commercial? Alors, nous, il y a crise sanitaire et crise économique. Donc, la crise sanitaire, nous, on l'a vécue dès décembre. En Chine, nous, avec notre bureau en Chine, on travaille de façon très proche, puisque la créa est faite en France, on a des clients en France et en Chine communs. Enfin, voilà. Donc, du coup, cette Covid-19, on l'a vu venir en décembre, sans trop y prêter d'attention. D'ailleurs, soyons honnêtes, on en rigolait un peu parce qu'on se disait, oh là là, avec qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui se passe en Chine. Et puis, comme on est à Shanghai et que Wuhan, c'est assez proche, mais pas complètement, parce qu'on est à quand même quelques heures d'avion, là-bas, on s'en préoccupait pas. Puis après, en janvier, c'est vite arrivé. Il y a eu le nouvel an chinois et du coup, il y a eu 15 jours de vacances et après, ils sont restés confinés. Et là, on a vu une baisse déjà en Chine, enfin même, je vais dire, un arrêt de notre activité dans les équipes en Chine, très brutal. Le nouvel an chinois, c'est normal, mais ça a continué 3-4 semaines après le nouvel an chinois. Donc, on s'en est presque inquiété un peu. Alors, je ne sais pas, vous me direz, vous, c'est à quel moment vous vous en êtes inquiété, mais moi, dès janvier, je commençais à sentir des choses un peu inédites. Du coup, quelques inquiétudes. Du coup, j'ai envie de dire qu'on avait préparé, en fait, cette période-là parce que on l'a vu arriver. De façon très brutale quand même, puisque en gros le confinement, je ne vais pas réinventer les choses, vous l'avez vécu comme moi, sidération, arrêt total de certains clients avec interdiction de facturer sur des projets en cours, enfin voilà, donc du coup moi j'ai vécu ça de façon très violente, très brutale, avec une volonté de protéger mes équipes. Donc, du coup, au-delà du télétravail à 100%, j'ai décidé dès le 17 mars de reprendre la main sur tous les projets et tous les clients. Donc, énormément de travail parce que j'ai voulu maîtriser de la meilleure façon que je pouvais l'activité, protéger mes salariés. J'ai mis aussi des gens au chômage partiel. Quelques-uns, dans un premier temps, on va dire un quart, un tiers à 100%. Pas mal de directeurs de projets aussi et j'ai repris tout en main. Voilà, donc une baisse brutale de l'activité, plus de 50% en avril, en mai, avec un arrêt total des contrats pour certains clients et d'autres quand même. D'autres qui m'ont appelé, et j'aimerais aussi partager avec vous, qui m'ont dit, écoute, on va t'aider et on va tout te donner parce que on apprécie travailler avec toi et on veut travailler avec toi. Donc, en fait, le confinement a été à la fois terrible et magique parce que j'ai vécu des trucs à la fois avec mes équipes et à la fois avec mes clients que jamais j'aurais vécu dans un autre contexte. Parce que j'ai des clients qui m'ont fait confiance et on a tissé des relations. C'était à la fois hyper à distance, donc on ne se voyait pas et on se connaissait parfois pas complètement. Et puis, on a développé une relation de confiance inédite. Et pareil avec mes collaborateurs, certains que j'ai redécouvert, ou que même je dois avouer que j'ai découvert et avec qui la relation et la collaboration ne sera jamais comme avant. Donc, à la fois sidérant, terrible au niveau économique et magique, soyons positifs.
ça m'a fait vraiment avancer. Enfin, j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience. Hein. Mon métier, je pense quand même, avec quand même beaucoup d'humilité, mais quand même, je pense le connaître. Bah, je l'ai réappris autrement. Voilà. Mais c'est dur. C'est dur. Fabrice, Guillaume, je vais vous poser vous la même question, puisque vous êtes patron de 2 agences avec beaucoup d'effectifs. Il n'est pas possible pour vous de redescendre aussi bas que l'a fait Céline. Vous ne pouvez pas revenir au contact de clients. C'est une question de temps, en fait. Bah, réponds-moi là-dessus, vas-y. Non, je laisse Guillaume répondre sérieusement d'abord. Désolé, moi, ça parlait en robot. Là, vous m'entendez bien quand je vous parle parce que j'ai des petits problèmes de connexion. On t'entend bien. Et je voulais savoir si Céline disait elle était redescendue très bas et au contact de tous ses clients et de toutes ses équipes dès les premiers jours. Hein, c'était sa première initiative. Toi, comment as-tu faire? Notamment, on évoquait tes collaborateurs en régie, donc qui sont loin du site. Bien sûr, les règles du télétravail. Quelles ont été tes premières dispositions dans une entreprise qui est aussi d'une autre taille? En fait, ça peut aussi être une chance parce que quand tu es bien staffé et que tu as un super management en dessous, en fait, ça peut très bien se passer. Nous, clairement, ce qui s'est passé, je pense qu'on peut identifier 3 phases. Je crois qu'il y a eu au départ la phase de préparation. En fait, c'est dingue. Tu sais que tu vas être au frigo, tes équipes aussi. Tu flippes, tu commences à avoir des premiers appels où tu n'as pas trop envie de décrocher parce que tu sens que c'est des achats qui t'appellent et qu'il va y avoir des coupures budgétaires. Et tu as 3 grandes problématiques dans cette phase-là qui durent une semaine, je pense, la phase de prépa. Alors, pas les calls de rupture de budget, hein, ça dure beaucoup plus longtemps. Tu as la première phase qui est… Beaucoup de calls comme ça? Tu as eu beaucoup de calls comme ça dans les premières semaines? Ah ouais, j'en ai eu pas mal. J'en ai pas mal, plus ou moins douloureux en fait, parce que j'en rajoute un peu, mais j'ai eu des chiffres, moi, qui sont vraiment dus très fort au départ, et puis on a su vraiment rebondir. Mais on avait 3 problématiques pendant la phase de prépa. C'est d'abord comment protéger les collaborateurs et collaboratrices. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident quand tu as une petite partie qui est chez le client, en fait. Et là, tu mets en place plein de choses qui vont permettre de s'entraider, de détecter les éventuels problèmes, etc. Parce que tu sens déjà aussi les problématiques psychologiques arriver, etc., liées au confinement. Il y a plein de profils en agence qui peuvent aussi être jeunes, ou alors des jeunes parents. C'est l'enfer pour eux quand tu es dans Paris, entre 4 murs, que tu n'es pas parti sur l'île de Ré. Ça peut être terrible. Et donc, il y a ce truc-là, plus le PCA, le plan de continuité d'activité, où là, évidemment, continuer à répondre aux clients, il faut continuer à produire, il faut continuer à faire plein de choses et à imaginer plein de choses pour permettre aussi aux marques de continuer à échanger et à garder un lien à différentes audiences, d'ailleurs, qu'elles soient internes ou externes. Donc, tu as plein de taf à ce moment-là et arrive la phase d'installation. C'est la phase 2, je ne sais pas comment la nommer autrement. En fait, on commence par… moi, je pense… Et peut-être la malchance, mais en tout cas la chance à cette période d'avoir des fonds d'investissement. On a Ardian et CIC au capital, et tu dois être ceinture et bretelle sur la partie data. Et nous, on a toujours piloté du coup l'agence data, et ça peut modéliser plein de choses, et notamment 3 gros scénarios. Le worst case scénario, là c'est le pire, c'est ce virus se transforme en mutation zombie ou je sais pas quoi, et la boîte, combien de temps il lui reste quoi. Combien de temps il lui reste à vivre. Le deuxième, c'est le middle case scénario, c'est là, on identifie déjà des ruptures de contrat, etc. Aussi, combien de temps il lui reste à vivre et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, le good case scénario, c'est le truc, on a réussi à rebondir et tout va bien se passer. Et quand tu pilotes la boîte, et du coup, en fait, tu la pilotes très différemment d'un moment à l'autre en fonction de est-ce que tu es plus dans le worst case, dans le middle case ou dans le good case. Moi, pendant les premières semaines, j'ai été dans le worst case scénario, où on avait des semaines à moins de 60 ou même voire moins 80% de chiffre d'affaires par rapport à la même semaine de l'année passée, de l'année 2019. J'ai eu, alors en mois, ça se reflétait en year to year à moins 30% à peu près, moins 40%. Et là, évidemment, tu imagines des choses terribles. C'est pas le worst case, c'est le middle case, mais il est quand même très chiant. Tu vois que tu perds beaucoup d'argent, tu te réveilles le matin et tous les managers avec une seule idée en tête, c'est comment on va préserver l'emploi. Et du coup, par la modélisation de ces scénarios, là, on se réveille au niveau du business. On maintient déjà le lien avec les collaborateurs et collaboratrices. On avait mis en place plein de trucs, et d'ailleurs qu'on a gardé. D'abord, une réunion d'1 heure
tous les jeudis avec tout le monde, les 110, et ça continue. Et même après le confinement, ça a continué. Ensuite, tu demandes aux managers de faire un point, même de 10 minutes, tous les 2 jours avec leurs équipes, et plutôt habillés, plutôt à 9h30 pour histoire de bien tenir le rythme avec les gens qui ne sont pas en chômage partiel, parce qu'à l'époque, on en a utilisé un petit peu. On n'avait pas le choix. Il y a vraiment des métiers qui se sont arrêtés. Tu identifies toutes les cales du bateau parce qu'on a plusieurs métiers. On est Agence 360 maintenant. Donc, tu as des cales qui prennent l'eau, tu en as qui prennent de l'air, tu en as qui sont surstaffés, tu en as d'autres qui sont sous-staffés. Tu changes des métiers, tu transformes des gens aussi qui changent complètement de métier. Je pourrais des exemples, mais j'ai des exemples hallucinants. Et il y a une résilience qui est dingue dans l'agence. Je pense qu'on pourrait vendre des paniers, en fait, quand on voit ce que sont devenues certaines personnes. Tu te dis que tu peux vraiment changer de métier assez facilement, et c'est grâce aux collaborateurs et collaboratrices qui forment cette agence. C'est d'abord les super talents. Et bon, bref, et puis après, tu as la reprise. Mais pendant le confinement, ça pouvait être très dur. J'ai affiché des chiffres très difficiles. Aujourd'hui, on s'en est complètement. On a vraiment eu du bol et on avait aussi de la chance sur plein de choses. Il y a la chance qui joue aussi beaucoup, le portefeuille client aussi. Quand tu travailles avec beaucoup d'acteurs du travel, chez qui c'est game over, c'est compliqué, mais on avait aussi d'autres acteurs IT qui profitent de ce genre de moment. Donc, voilà, il y a eu un effet balancier qui était pas mal. Je pourrais en parler encore 2 heures, c'est passionnant, mais alors, je vais donner la parole à Gilles. J'ai oublié ta question, en fait. Non, je vais donner la parole à Gilles, et après je viendrai à Fabrice, et après je vous interrogerai tous sur une autre question. Gilles, toi, je le sais, parce que moi, je connais chacun d'entre vous bien, mais Gilles, toi, tu as eu, on peut le dire clairement, tu as eu des mois sans facture. Voilà. Alors moi, ça a été beaucoup plus drastique. Oui. Alors, comme disait Coluche, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Oui. Donc moi, effectivement, je suis beaucoup plus petit que Watt et Brensonic ou encore que Nude avec Céline. La chance que j'ai eue, c'est que finalement, je me suis révélé être un pas trop mauvais entrepreneur parce que j'avais un certain nombre de capitaux propres qui m'ont permis de tenir. Et puis j'ai eu, par contre, deux choses. J'ai eu 2 grosses annulations. J'aurais dû partir à Tokyo pour accompagner et suivre un salarié de Dior qui participe aux Jeux paralympiques. Et donc là, en fait, le contrat s'est annulé et c'était un contrat conséquent. Et puis un autre contrat que j'avais avec un autre client qui s'est également annulé. J'ai effectivement pas facturé du tout en avril, mai, juin. Et en fait, moi, j'ai pris la décision. Alors, j'ai pris 2 décisions. De réduire aussi mes charges personnelles. Ça veut dire qu'en fait, je vis désormais, et puis la misère est moins pénible au soleil, je vis désormais à Nice, où pour un loyer bien inférieur à celui de Paris, j'ai une surface plus grande. C'est bête, mais quand on est des petites structures, une des variables d'ajustement, c'est aussi le salaire du dirigeant. Donc, il a fallu s'adapter. Et j'ai effectué mon premier licenciement en juillet. En fait, en juillet, j'étais encore croyant, on va dire. Et du coup, j'ai effectué qu'un seul licenciement. C'est le deuxième, c'est septembre qui a été encore plus drastique et pour lequel j'ai pris des décisions encore plus fortes et bien plus désagréables. Voilà. Oui, puisque aujourd'hui, on va dire que si c'est pas, je pense que c'est partie du dialogue franc qu'on doit avoir avec beaucoup, c'est que tu as vraiment allégé tes équipes au maximum pour pouvoir redonner la visibilité et tu continues d'ailleurs. À la fois, tu t'es séparé de tes collaborateurs, mais tu continues à travailler avec eux. Tu vas compte maintenant dans une autre forme. Il y a 2 choses. Alors, il y a 2 choses. Je rejoins Céline, c'est que ça a renforcé des relations avec certains clients parce qu'effectivement, certains clients jouent le jeu. Et j'ai eu là, il y a peu de temps, un contrat qui a été renouvelé, notamment pour le CNES, entreprise publique, et dont le contrat aurait dû s'arrêter fin octobre. Et j'ai reçu une lettre. Ils m'ont dit non. On te reconduit, on sait à quel point c'est difficile. Et je leur ai dit la vérité, je leur ai dit maintenant, je n'ai plus de salariés, d'accord. J'ai la méthode agile, la flexibilité, je l'ai complètement appliquée. Et en fait, aujourd'hui, je travaille avec les mêmes équipes, sauf qu'elles sont en freelance, intermittents, auto-entrepreneurs, mais je garde les mêmes compétences en fait. C'est juste la structure a changé, mais les compétences n'ont pas changé, c'est ça le plus important. Et donc, alors il y a moins de contrats, mais j'essaie de faire travailler les uns les autres. Pour essayer de garder le lien avec eux, avec ces compétences avec lesquelles on a travaillé pour certains pendant 7 ans, d'autres 2 ans, d'autres 1 an. Mais c'est ça le plus important, c'est de se dire que le monde change, le monde a changé, il va changer encore plus vite, et que on continue à travailler différemment. Alors, une question.
Une question qui est posée, Gilles, par Franck Vera, qui pose la question, c'est pourquoi avoir licencié alors que le chômage partiel permettait d'attendre un possible rebond? Parce que le chômage partiel coûte aussi à l'entreprise. Le chômage partiel coûte aussi à l'entreprise. Si Franck sait à quel moment on va sortir du tunnel, moi je ne sais pas quand on va sortir du tunnel. Et mes capitaux propres, ils sont pas extensibles. Ouais, d'accord. Okay. C'est aussi bête que ça. C'est qu'à un moment, alors j'ai tenu, j'ai pas facturé en avril, en mai, en juin, je facture en juillet, je facture pas en août, je facture pas en septembre. À un moment, et effectivement, la grande décision, et je le remercie tous les jours, c'est mon bailleur qui m'a permis de quitter en 15 jours mes locaux pour mettre fin aussi, au loyer à perte. Le matos, tout ça pour aller ailleurs. Non. Ah oui, non, moi Fabrice, je suis passé DGV. Voilà. Fabrice, est-ce que tu as vu toi aussi ton activité s'arrêter brutalement avec des clients? Je pose la question un peu cash parce qu'après j'interrogerai Renaud là-dessus aussi. Est-ce que vous sentez les uns les autres que des DIRCOM, que des annonceurs profitent de la situation en vous disant c'est compliqué pour nous tous, je parle de ce confinement 2, mais aussi du confinement 1, faites des efforts. Moi, je le dis, j'ai un client qui m'a appelé, qui a envoyé un message à tous ses prestataires, c'est un client important chez nous, qui nous a dit on reste avec vous, bien sûr, cette année, vous allez juste nous facturer vos honoraires et vos prestations à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre à moins 15%. Et donc, on veut voir sur vos factures écrit solidarité Covid, honoraires, tac, 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 prestations techniques, tac, tac, tac. Vos achats, non. Vos achats, on ne va pas vous demander de faire moins 15 sur les achats que vous nous facturez. Mais voilà. Et j'ai répondu, pour ma part, en 30 secondes, allez, 1 minute au maximum, pour dire bien sûr, je le fais. Et j'espère juste que vous en aurez la mémoire l'année prochaine quand on va reparler du contrat. Et le directeur des achats, il m'a dit, je regarderai le souvenir. Bon, donc, je ne suis pas encore arrivé à la date anniversaire. Et alors, quand on me demande, mais pourquoi as-tu répondu si vite? Je réponds toujours que quand j'ai une mauvaise décision à prendre, je préfère la prendre tout de suite. Donc ça me bouffe moins les tripes et je passe toute une énergie plus positive. Mais si tous m'avaient demandé ça, je ne suis pas sûr que j'aurais répondu aussi vite au 12e. Hein. Mais c'est arrivé. Toi, Fabrice, est-ce que tu as vécu ça et est-ce que tu as le sentiment que des annonceurs ont profité de cette situation ou ont simplement fait valoir leur droit à une solidarité qui te semblait, toi, légitime? Bah, il y a malheureusement pas de réponse globale. Si je veux généraliser sur ce sujet-là, j'ai quand même la sensation que nos clients, ceux du quotidien avec qui on travaille et qui voient ce qu'on fait, qui ont été d'une grande présence, d'un grand soutien, très conscients des choses, avec, je dois le dire, parfois même une certaine déconnexion avec leur propre hiérarchie, déconnexion qui s'explique aussi par la loi du confinement et l'éloignement géographique. À l'inverse, j'en connais, je ne prononcerai aucun nom, mais ça arrive toujours par le biais des achats. Oui. C'est-à-dire que, voilà, si je dois faire un portrait, c'est-à-dire que ça se passe très bien avec nos clients, ceux du quotidien, ceux pour qui on bosse et on produit de l'intelligence collective, et les achats qui, je n'ose dire profitent, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal à avoir beaucoup d'empathie quand une entreprise du CAC 40 m'explique qu'il faut que je l'aide parce que c'est difficile pour elle. Ah oui, voilà. Ça, je l'ai vu ça aussi. Il y a un rapport d'échec et c'est d'autant plus difficile que quand c'est nos clients qui nous le disent, on a des arguments à faire valoir. Quand c'est des achats, on en a d'autres, mais ce sont forcément des discussions pénibles et je mentirais en disant qu'on n'a pas eu un grand nombre de discussions pénibles avec des gens dont je considère que, je ne sais pas si le terme profiter de la situation, parce que cette situation ne profite à personne, mais en tout cas qui abuse de cette situation. Voilà. Alors après, à vrai dire, on ne s'attendait pas à moins. On ne s'attendait pas à moins et ça nous renvoie à tout le discours qu'on a depuis longtemps et je pense à cette belle tribune qu'avait écrite Mercedes Serra sur le sujet de la valeur de ce qu'on fait qui n'est pas valorisé loin s'en faut à sa juste valeur. Voilà. Comme on est sur des propos positifs,
On va passer là-dessus parce qu'on a toujours eu, on a de grandes entreprises, une grande banque par exemple, qui a donné l'ordre de payer les factures rubis sur l'ongle et ce à tous les prestataires, et peut-être certains d'entre vous en font partie. C'est un signe fort parce que une des dernières choses qu'on a besoin de faire, et pourtant en fait il faut le faire, c'est de récupérer tout l'argent qu'on a dehors. Et c'est vrai, quand on n'a pas à courir après ça, c'est quand même… Surtout dans un métier comme le tien, où tu gères aussi une grande partie d'achat d'espace. Donc, tu as aussi beaucoup d'argent qui entre et qui sort. Donc, très vite, pour toi, l'enjeu de trésorerie peut se poser. Voilà. Renaud, est-ce que toi, tu as pris des décisions particulières là où tu étais avant, chez Dalkia, lorsque la crise est arrivée? Alors, je sais que l'année dernière, tu as eu la gentillesse déjà d'intervenir dans un autre contexte où on pouvait encore se voir, s'asseoir, se toucher et rigoler ensemble sur la relation avec les agences. Et tu disais que toi, tu avais une relation à la fois fidèle, exigeante avec les agences, mais aussi très réfléchie. C'est-à-dire que tu n'étais pas non plus tu avais aussi une culture de l'internalisation parce que ta structure le permettait. Malgré tout, je sais que tu as des prestataires avec qui tu travaillais. Est-ce que tu as donné des éléments particuliers au moment du premier confinement sur payer plus tôt, confirmer les commandes, ou à l'inverse, tu as dû te dire, non, il faut que je réfrène mes productions, réfrène mes projets, parce que on va beaucoup parler des agences événementielles dans quelques instants. Je peux plus faire d'événements, je peux plus réunir les gens, donc par la force des choses, je dois annuler. Comment as-tu appréhendé ça en tant que DIRCOM? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, moi, je suis en fait un peu ému par ce que j'entends. C'est bien que je parle en dernier parce que c'est moi qui ai le moins de choses à dire en fait. Et donc, quand voilà, Céline parle de la manière de retravailler ensemble, de recréer les liens. D'abord, moi, je suis extrêmement admiratif, et puis il y a l'expérience aussi décrite par Gilles de ce que vous faites, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas le talent d'être créateur d'entreprise, et donc j'essaie de l'exercer autrement, et donc j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont capables de créer des emplois. Et donc, j'imagine ce que ça doit être quand on doit se séparer de personnes, parce que la contrainte fait que voilà, ça n'est plus tenable. Donc, voilà, je suis pas à la place des agences, je ne souffre pas à la place des agences, mais je trouve que vous avez une responsabilité sociétale parce que vous êtes créateur d'emplois. Et quand je vous écoute, voilà, je vois que le discours de Céline a une fécondité positive dans ce discours-là, dans cette ambiance-là catastrophique. Écoute, nous, en ce qui nous concerne à l'époque chez Dalkia, déjà, nous, on n'utilise pas d'agence de RP et d'événementiel. Donc, moi, quand je suis arrivé, déjà, je n'avais pas les budgets pour. J'ai beau être dans le groupe EDF, je n'ai pas le budget d'EDF. Et donc, il y avait une personne, on coordonne des prestats, mais simplement, la prestation globale n'est confiée à personne. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est effectivement annuler un certain nombre évidemment, il y avait des séminaires, il y avait un certain nombre de choses qui étaient organisées. Et ça s'est très bien passé avec tout le monde. On a dit, vous gardez la trésorerie, on vous demande juste de pouvoir avoir un droit de tirage en 2021. On ne sait pas quand. Donc, on n'a jamais exigé quoi que ce soit. Et donc, on a pu négocier partout où on allait, dans des différents lieux de prestige, le fait que la trésorerie était gardée. Et que par contre, on avait le droit de faire un événement en 2021 sans pouvoir encore caler une date. C'était l'intérêt de tout le monde et ça s'est bien passé comme ça avec les prestataires. Pour le reste, on a essayé d'accélérer les délais de paiement parce qu'on a beau être une grande entreprise publique, on n'est pas toujours vertueux sur les délais de paiement. Donc, on a essayé de les accélérer. Ça, je n'ai pas toujours maîtrisé, mais sur j'ai la possibilité de faire des paiements express quand il s'agit de petits fournisseurs, un directeur artistique, des gens comme ça. Et donc, on a utilisé beaucoup ce système-là. Et on a renoncé à rien durant la période de confinement. On n'a coupé aucun contrat. On était en train de finaliser un rapport intégré, on l'a décalé. Il est sorti, moi je n'étais plus chez Dalkia, il est sorti il y a 15 jours. Donc voilà, moi ce que j'ai, à travers vos témoignages, et on a tous vu, et vous l'avez dit parce que vous l'avez vécu dans votre chair et dans l'entreprise et dans votre management, c'est à quel point voilà, on savait que c'était un facteur de renforcement des inégalités, et d'un point de vue social, c'est cet aspect-là qui me paraît, on sort quand même d'une crise des gilets jaunes, et donc c'est un facteur tellement injuste
qui se focalise encore davantage sur les inégalités. Enfin, chacun a vécu le confinement différemment. Et ça n'est pas ta question. Et je répondrai tout à l'heure sur l'internalisation ou comment maintenant chez RTE j'envisage les choses, parce que je pense quand même qu'il y a sur certains créneaux, sur certaines choses, effectivement des choses qui seront durablement difficiles et d'autres où je pense où il y a des raisons d'espérer. Guillaume, Fabrice, Céline, je vous pose une question à tous les trois qui m'est posée là sur l'espace questions. Moi, j'ai répondu en direct, mais je vais la poser à tout le monde. Est-ce que les agences que nous sommes, est-ce que nous avons, nous aussi, abaissé la rémunération des freelances avec lesquels nous pouvons travailler? Je réponds que chez OCO, on a recours à très peu de freelance, uniquement des rédacteurs avec lesquels nous travaillons sur des projets de longue durée. Nous avons donc des taux, des prix accordés pour les feuillets. Nous avons maintenu les prix. Évidemment, on n'a pas… Enfin, globalement, c'était des sommes tellement faibles pour nous en termes de ce qu'on donne et de ce que ça représente dans notre marge. C'était pas là-dessus qu'on allait pouvoir se refaire la cerise. Et même, on s'est attaché à payer nos freelances très tôt, puisqu'on a nous activé une réduction des délais de paiement, puisqu'on a essayé de payer tout le monde en deçà des 30 jours, et on continue à le faire. Donc non, il n'y a pas eu de répercussions sur des freelances, mais encore une fois, les freelances sont une faible part chez nous, chez OCO. Céline, Fabrice, Guillaume, alors dans cet ordre-là, Céline, toi? Alors, moi, on a environ 4-5 freelances avec qui on travaille vraiment en toute confiance. Donc, au premier confinement, on avait un peu anticipé, donc on a arrêté vraiment le travail avec les freelances. On a repris les freelances vers le mois de juin avec les mêmes. On n'a pas baissé les tarifs. Et moi, je paye mes freelances d'une semaine à l'autre. Parce que je sais à quel point… Enfin, après, il y a aussi… quand on est chef d'entreprise et qu'on n'a pas de filet de sécurité, aucun, et que les freelances non plus, on sait ce que c'est, et pour des freelances, c'est encore plus dur. Donc, autant, alors, voilà, on se dit les choses franchement, autant des boîtes, des grosses boîtes où on sait qu'elles peuvent tenir, bah, on les paye peut-être à 30 jours ou même à 40 jours. Des freelances où le mec, c'est sa trésor et il a besoin de payer son loyer ou de manger, bah, moi, je le paye d'une semaine à l'autre. Et je m'efforce à le payer aujourd'hui. Mais alors, on utilise moins de freelance, on fait très attention à nos dépenses, mais les peu de freelance que je prends, on les paye comme ça. Voilà. Fabrice, toi? Alors, nous, on a une agence très intégrée. À 250, ça serait bien le moins. Donc, on a assez peu recours à des freelances. Néanmoins, bien sûr que nous, on n'a pas revu à la baisse parce que je trouverais ça tellement inapproprié à la situation. Mais est-ce que tu as réduit, par exemple, ton volume de sous-traitance en freelance, même si c'est peu pour une boîte de 250? Je vais plutôt dire que, étant faible au départ, on l'a, comme Céline, mis en stand-by pour l'instant, malheureusement. Mais c'est très peu significatif. Ce que je veux dire quand même, c'est que moi, je suis très vigilant sur le règlement. Mais tu vois, je pense à Gilles dans son activité. Nous, il y a plein de boîtes de prod qu'on a payées encore plus rapidement sur des acomptes que nous ne faisons pas payer par nos clients. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une gestion prudente les années passées qui fait qu'on a une trésorerie qui nous permet largement de le faire. Je dois aussi, à la vérité, dire que les premières semaines du confinement, passé la sidération, une certaine forme d'excitation, on a eu un peu de mal parce que quand tu as des factures qui arrivent un peu dans tous les sens, on a eu un tout petit peu de retard de paiement au départ. Mais enfin, moi, je suis très vigilant là-dessus. Et le paradoxe, c'est que je suis moi-même obligé de me battre avec nos équipes comptables en interne pour dire non, il y a des fournisseurs. Je ne mets pas au même rang certains fournisseurs et certaines petites boîtes qu'il faut payer tout de suite dès qu'on reçoit la facture. Et dont certains disent « mais j'en ai besoin pour commencer à travailler ». Et je le fais d'autant plus volontiers qu'on aimerait que nos clients aient les mêmes égards. Voilà. Alors, je ne parle pas des budgets d'État où j'ai déjà fait payer des sites internet, des magazines d'il y a 9 mois,
où j'attends encore les bons de commande. On n'est pas très inquiet non plus, mais ça fait quand même partie pour une agence comme la nôtre de la trésorerie qu'il faut embarquer pour gérer ces situations. Guillaume, pour toi, comment ça s'est passé par rapport aux freelances et par rapport aux fournisseurs? Bah, je vais pas paraphraser Fabrice, c'est un petit peu la même chose. J'ajouterais aussi que c'est mon avis, mais je pense que d'un point de vue objectif, tout le monde peut le dire, on est dans le meilleur pays du monde. On avait 100 000 leviers avant de prendre ce genre de décision. Et ce genre de décision intervenait que dans notre worst case scénario qui n'est pas arrivé en fait. Donc, c'était quasiment la dernière étape, sachant qu'on avait, dans le worst case scénario, modélisé les freelances qui font partie de la famille, c'est-à-dire avec qui on travaille depuis longtemps et à qui on doit quelque part beaucoup de choses. On se doit mutuellement quelque part, même avec eux, etc. Les freelances en difficulté qu'il faut aider avant tout parce qu'il y a différents niveaux de freelance avec différents métiers. Il y en a qui vivent très bien et qui finalement ont de la trésor. Donc, c'est aussi à détecter ce genre de choses. Mais en fait, je n'ai pas eu à arriver jusque-là. Honnêtement, il y a tellement eu de leviers. Le gouvernement s'est bougé dans tous les sens. Il y a des choses qu'on n'a pas pu bouger, comme le loyer, mais ça c'est autre chose. Mais franchement, on n'en a pas été là et on n'a rien fait de tout ça. Après, il y a certains freelances qui ont été victimes de certaines ruptures de contrat qui étaient liées en fait avec nous. Enfin, c'était des histoires qui s'arrêtaient, quoi. Et là, on ne pouvait pas forcément les reprendre sur d'autres dossiers puisqu'il n'y en avait pas à une époque. Ok. Sur Envie-de-Prod, je n'ai que des freelances. Ouais. Et comme c'est un site e-commerce, ils sont payés à la fin de la journée. Ouais, donc ils sont payés très vite. Ouais. Attends, plus rapide. On a la journée, on a la semaine et on a globalement après dans un On s'adapte. Une question d'ailleurs, si on fait une photographie rapidement de chacun d'entre vous, aujourd'hui, l'impact de la crise, quand vous êtes en train de l'évoquer dans votre chiffre d'affaires et marge brute, c'est quoi? Parce qu'on va parler du restart maintenant. Vous pouvez en parler ou pas? Moi, je peux en parler. Je peux en parler pour vous dire que l'impact, la photographie sera meilleure. Enfin, je ne sais pas si elle sera meilleure, à vrai dire. En tout cas, elle sera plus juste à la fin de l'année. Là, pour l'instant, on est un peu en dessous de moins 30 en marge brute, ce qui est quand même colossal. Ce qui est plus à noter, c'est le mouvement. C'est-à-dire que finalement, on a eu une assez bonne résistance contre toute attente dans les mois de confinement, mais on a un effet retard qui se fait sentir maintenant. Néanmoins, je sais ce qu'il en coûte de former une équipe comme ça. Donc, pour l'instant, on s'appuie, nous, régulièrement, et non massivement, mais régulièrement sur l'activité partielle. On s'est appuyé très fortement dessus pendant le confinement et on s'appuie encore régulièrement dessus pour nous aider. On n'a à ce jour fait aucun licenciement. Je mentirais en disant que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, moi, je m'accroche à cette idée. Je m'accroche plus à l'idée qu'il ne faut pas détruire ce qui va nous coûter très, très cher, parce que les coûts de restructuration sont énormes et les coûts de redémarrage après sont énormes. Néanmoins, je ne suis absolument pas devin. Je pense qu'il faut qu'on soit très humble par rapport à ça. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on fait le dos rond, on tient sur la chance d'avoir des réserves que l'on a encore. Céline, pour toi, l'activité, c'est comment aujourd'hui? L'activité, je pense qu'on va terminer à moins 20% sur Paris. Pour être franche aussi, j'avais un bureau à Lyon, une petite équipe à Lyon où on a pris la dure décision de fermer le bureau de Lyon cet été pour tenir, ce qui est compliqué quand on parlait de chômage partiel. Oui, ça permet de tenir, oui, mais à un moment donné, pour protéger des emplois, il faut prendre des dures décisions pour d'autres emplois, ce qui va me permettre d'envisager une fin d'année mieux que ce que j'aurais imaginé.
c'est plutôt 2021 aussi qui, je ne sais pas si on en reparlera, mais on parlait tout à l'heure aussi de les clients qui baissent par exemple de 15%. Moi, j'en ai pas eu. Par contre, j'ai des clients qui m'ont dit, j'ai moins dépensé cette année, donc je vais finir mon budget cette année. On va beaucoup dépenser du coup en fin d'année parce que je sais qu'en 2021, je dépenserai encore moins. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que, en fait, là, on a l'impression que ça va mieux et que parce qu'on a de l'activité, enfin, moi, j'ai beaucoup de travail, j'ai des clients, j'ai des projets, je suis du coup rassurée. Mais est-ce que c'est pas le rassurer aujourd'hui? C'est peut-être un faux sentiment, justement, parce qu'en 2021, il y aura peut-être des coupures de budget, moins 30, moins 40. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, parce que voilà, c'est moins, moins 20, moins 20. Et Shanghai aujourd'hui, c'est. Alors, Shanghai, en fait, n'a pas eu trop de baisse parce qu'en fait, ils n'ont pas eu d'arrêt, enfin aussi pendant le Nouvel An chinois et 3 semaines après. Mais en fait, ça a repris de plus belle. C'est là où la culture est complètement différente. C'est qu'ils ont une culture où, c'est des cycles. Donc, en fait, on n'a pas ressenti la baisse à Shanghai. Ouais. On n'a pas vécu cette baisse. Après, si, il y a beaucoup d'expats qui sont revenus en France et qui ne retourneront pas en Chine. Donc ça veut dire un changement et une évolution de notre typologie de clientèle. Nous, on a des clients du coup occidentaux, mais aussi beaucoup de clients chinois. Voilà. Et après, la Covid-19 n'existe plus à Shanghai, en tous les cas. Et je pense que c'est vrai. Parce que je sais à quel point il y a différentes tonalités de discours, mais je pense que c'est vrai. Après, je sais aussi pourquoi, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, donc on verra à la fin. Ouais. Guillaume, pour toi, quel est l'impact en termes d'activité aujourd'hui? Oui, pardon. Moi, j'ai vraiment très peur de 2021 parce qu'au pays des agences, en fait, on est, tu sais, tu le sais toi-même, on est sur des budgets souvent de 3 ans qu'on a payé. Et on sait qu'en fin d'année, parfois, ça se renégocie, même si ça n'a pas passé même si ça fait que 2 ans ou 1 an. Et je sais que ça va saigner, on en est sûr, mais nous, on a rebondi sur plein de trucs. On a de la chance aussi. On est aussi sur des métiers qui ont été très trendy et très, enfin, les marques se sont rendues compte qu'il fallait qu'elles deviennent beaucoup plus conversationnelles. On est dans les réseaux sociaux, donc on avait pas mal de cordes à notre arc. On avait modélisé des produits en fait qu'on a commercialisés comme des films à partir du mois de juin. Et en fait, on a vendu énormément de choses à partir du mois de juin. Et là, d'une moyenne de moins 30% hier, aujourd'hui, on devrait finir l'année, parce que je suis vraiment pas tout seul dans cette histoire. J'arrête de dire j'espère moins 4% et sans perte d'argent. Donc c'est un miracle. On était à moins 400 000 en août en termes de résultats, et là, on devrait être à 0, voire plus quelque chose. Donc, on a du bol, c'est cette année, mais c'est vraiment pas terminé. Je suis pas devin, je sais pas, il y a personne, d'ailleurs, il y a beaucoup de prophètes, mais là, il y a personne qui dit quand ça se terminera, ce truc-là, et je pense que de toute façon, ça aura généré une telle crise que ça va être comme 2001, je sais pas si vous vous rappelez tous, mais en fait, 2001, on s'en était vraiment sorti en 2004 de 2001. Et donc, c'est sûr que 2022 vont être très difficiles. Voilà, si on devait parler chiffres, c'est ça. Après, les problèmes du moment, c'est aussi les troupes, hein, parce qu'il y en a plein qui souffrent et surstaffing, des métiers qui se sont transformés. Enfin, c'est compliqué d'être un Transformers aujourd'hui, quoi. Gilles, toi, l'activité, elle est baissée de combien? Parce que toi, je pense qu'on va être à moins 60. Je vais finir, donc, bon an, mal an, moi, je finissais entre 500 et 700. Si j'atteins 200 000, ce sera super, avec une perte d'environ 100 000 euros. Et il y a un point. Alors, effectivement, Guillaume l'a dit, on est dans un pays extraordinaire, avec beaucoup d'aide. Et c'est super, et c'est très bien. Il y a quand même juste une population qui est un peu plus en danger, c'est nous, c'est les TNS, les travailleurs non salariés, créateurs d'emplois, comme le disait Renaud. Et une des raisons pour lesquelles moi j'ai joué la carte de la flexibilité et de l'agilité, c'est aussi être sûr d'être là en 2021 et être sûr d'être là, de pouvoir continuer à me payer légèrement en 2021, parce que moi je n'ai pas de chômage demain.
Et effectivement, je ne sais pas à quoi va ressembler 2021. Alors, les clients, effectivement, nos clients nous disent aujourd'hui, on n'a pas de problème avec tes compétences, on n'a pas de problème avec ta nouvelle structure, ta nouvelle manière de travailler. Alors moi, j'ai un peu l'impression de me retrouver il y a 15 ans, mais moi, il y a 15 ans, quand j'ai créé ma boîte, je pensais que ça allait durer 2 ans, j'allais me faire racheter et intégrer ensuite un CDI. Je ne pensais pas que 15 ans après, je serais encore là. Là, j'ai fait en sorte d'être là encore en 2021, en ayant cette carte, encore une fois, de la flexibilité, de l'agilité, et puis cette nouvelle façon de travailler qui s'installe et qui risque de s'installer durablement. On disait que le Covid, c'est le meilleur Chief Digital Officer, c'est celui qui a imposé le digital à toutes les entreprises, TPE, PME, freelance, grands comptes. Même quand je suis à Paris, les rendez-vous se font en visio. Et on voit bien là aujourd'hui, hein, voilà, on est tous en visio, ça fonctionne quand la connexion est bonne, mais voilà, on se parle, on s'entend, on s'écrit, on discute, on dialogue. Donc voilà, donc 2020, 2021, honnêtement, moi je ne sais pas. Voilà, je suis plutôt un anxieux. On va en parler. Je vais lancer la question d'ailleurs à Renaud, si tu me permets, Gilles. Renaud, puisque là on a entendu effectivement les inquiétudes évoquées par Guillaume, je voyais Céline et Fabrice effectivement hocher la tête et je souscris pour ma part aussi à ce qui est dit sur des perspectives compliquées. On est dans des modèles de société, je pense, Céline et moi, assez proches, où finalement, cela de nouveaux clients, l'année devient extraordinaire, et cela 2 clients qui nous disent non, l'année devient catastrophique. Et je pense que beaucoup de gens qui sont réunis ce soir savent quelle est la fragilité de nos modèles économiques. Pour Guillaume et pour Fabrice, c'est les mêmes difficultés. On peut se dire, ah oui, et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup interroger des patrons de grandes agences parce que ils ont la même réalité. Elle est juste exponentiellement plus importante, c'est tout, mais elle est finalement assez semblable. Chercher des clients, chercher de l'argent. Et Renaud, je voulais savoir si toi, alors tu prends une nouvelle fonction, déjà dans un cadre budgétaire qui est peut-être à construire pour toi en ce moment, pour la perspective 2021, est-ce que déjà la communication fait partie encore des budgets sacrifiés, ou est-ce que ça devient un budget un peu sanctuarisé, ou est-ce que c'est en revanche un budget que vous monitorez maintenant non plus à l'année, mais par quarter ou par semestre? Je vais dire un peu ni l'un ni l'autre. Donc, moi, j'arrive au 1er octobre, je regarde où on en est de l'exécution budgétaire, normal. Et je dis de toute façon, bon, faut régler les affaires courantes. Les affaires courantes concernant cette entreprise, c'est par exemple le sujet qu'on voit à peu près tous les jours, savoir si on aura assez d'électricité pour passer l'hiver, ou si malheureusement, je serais obligé, les uns ou les autres, de vous plonger 2 heures dans le noir. Ce qui ne s'est pas produit depuis 1979. Donc voilà, ça c'est des sujets qui excitent beaucoup la presse. Moi, si tu me donnes du budget, je veux bien supporter 2 heures dans le noir. On va en discuter. Non mais voilà, donc j'ai des gros sujets liés à ça. Donc déjà avant d'arriver, je voulais avoir un point zéro classique, je vous apprends rien. Donc j'étais encore chez Dalkia, je dois le dire, je le confesse, j'ai appelé Assaël Adari. Et je lui dis à Assaël, je ne sais pas, ton année, elle est comment? Il me dit, comme ci, comme ça. Je lui dis, Assaël Adari, qui est le patron d'occurrence et qui est avec nous ce soir et que je salue, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Salut Assaël. Donc je lui dis, tu vas déjà pouvoir mettre dans ton budget de cette année un baromètre des outils et des supports de la com interne, puisque pour moi, il est hors de question que je finisse l'année sans savoir. Donc c'est la première personne que j'ai appelée pour lui dire cette petite bonne nouvelle en lui disant, voilà. Du coup, moi, j'engage des budgets par rapport à des choses que je vois qui manquaient ou que j'ai besoin d'avoir. Donc là, je vais lancer un appel d'offres pour une enquête d'image 360. Donc, je le lance et ce sera sur le budget de cette année. Donc, c'est un petit peu… là, je fais un boulot non pas de refonte, mais d'audit de la charte parce que je me rends compte que dans mon entreprise, chacun a adapté la charte. Donc, il doit y avoir 6, 7, 8, 9. Pas vraiment de charte graphique, ce n'est pas un sujet qui me passionne complètement, mais c'est un sujet qui doit être maîtrisé, et surtout quand on est une entreprise publique. Donc voilà, là, je lance un travail sur refonte, toilettage, audit, respect, formation sur la charte. Donc c'est pour ça que ce que tu dis, et je lance tout ça et je dis à ISO budget. Alors si je dis à ISO budget, ça veut dire qu'il y a des endroits où il y en aura moins.
Bon, là, c'est essentiellement j'engage beaucoup de choses sur ce budget de cette année, donc c'est plutôt plus que moins. Et pour le reste, bon, voilà, certains d'entre vous connaissent mes travers et vu d'où je viens, j'ai dit voilà, on va lancer un magazine interne-externe. C'était le plus beau support de communication de Dalkia et on est fondé à le faire dans une position de neutralité par rapport au mix énergétique. Et je leur ai dit par contre, on va le faire comme on le faisait chez Dalkia, on va le faire sans agence. C'est-à-dire qu'on va prendre les compétences qu'on n'a pas. On n'est pas photographe, on n'est pas DA. De temps en temps, il faut sous-traiter un dossier fait par, je ne sais pas, voilà, par un grand journaliste qu'on va faire piger. Mais donner clé en main ce truc qui est pour moi le nerf de la guerre, qui est le contenu, non. Mais par contre, le budget ne diminuant pas, il sera réaffecté sur autre chose. C'est-à-dire que moi, je veux maîtriser le plus possible ma production de contenu, mais parce que c'est dans mon ADN et que je vais finir ma carrière comme ça. En revanche, ça me permet de faire plus de partenariats, donc on va faire plus de choses à l'externe, parce qu'on va internaliser des choses sur lesquelles je pense on avait peut-être des mauvais réflexes de tout externaliser, et on va internaliser des choses pour lesquelles on a tu sais, c'est la métaphore de l'aspirine. Hervé, tu te souviens de ça? Vas-y, parce que tout le monde ne la connaît pas. D'accord. Moi, je considère que c'est vrai que, je reprends ce que disait Gilles, en citant Coluche, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Mais cependant, j'ai quand même entendu dire par beaucoup d'entre vous que les très 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 gros ont très 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 mal passé aussi cette période-là parce qu'ils n'étaient pas agiles. Et donc, ils ont des frais de structure énormes, et c'est que rien que le fait de faire un mail, déjà, il faut le facturer. Donc, je pense que l'agilité est peut-être un des éléments qui peut être un élément positif sur l'avenir des agences. Et nous, on va venir vous chercher, c'est la métaphore de l'aspirine, pour ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire que la métaphore de l'aspirine, c'est qu'on sait tous que quand on a mal à la tête, on prend de l'aspirine. Et pour prendre de l'aspirine, il faut à la fois de l'eau et le principe actif. Et ce qu'on va aller chercher chez vous, c'est le principe actif, c'est ce qu'on n'a pas. On ne va pas aller chercher l'eau. C'est-à-dire que, donc du coup, moi, ça fait longtemps, on n'a toujours pas réussi à travailler ensemble avec Gilles parce que, voilà, il y avait des gens qui avaient peur des solutions, de tester des choses. Et Gilles m'a montré des trucs qu'il a fait. Et je suis sûr qu'on va y arriver, je ne sais pas quand, à bosser ensemble parce que ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je change d'entreprise. J'ai des choses à mettre en place et il y a des choses que Gilles a faites que je souhaite faire. Donc je me dis, pour autant le faire avec Gilles. Donc on va finir par y arriver, j'espère. Mais ça, je ne sais pas le faire. Par contre, mon CEO, enfin, ce n'est pas un CEO, c'est un président du directoire, il m'a dit, il faut que tu équipes des salles. Le confinement peut durer longtemps. Je veux trouver des sortes de caméras agiles on ne peut pas à chaque fois faire venir un prestat, mais il faut qu'on puisse faire des conférences dans un mode plus agréable et d'avoir des systèmes, non pas de pieuvre, mais avec des caméras qui permettent de zoomer quand quelqu'un… Vous voyez ce que je veux dire, sans réalisation. Par contre, ce que Gilles fait, c'est-à-dire de sorte de multiplex, c'est des choses qu'on va devoir faire aussi. Et ça, de toute façon, on n'aura jamais les compétences pour le faire. Donc, moi, je pense que c'est ça le message un petit peu d'espoir, c'est que moi, je ne vais jamais intégrer des compétences pour faire un toilettage de charte graphique ou de faire une charte graphique digitale. Donc, j'irai toujours le chercher. Voilà. Mais il y a un certain nombre d'autres choses qui sont effectivement… de l'ordre, je ne vais pas aller chercher des gens pour me produire des contenus. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'étais déçu. Donc, je ne vais sans doute pas aller dans cette voie-là. Mais… Alors, justement, ça fait le lien avec la dernière partie. Je voulais consacrer une petite demi-heure à ça parce que ça fait le principe actif. C'est cette notion de finalement la question qui s'est posée à tous, patrons d'agence. Au-delà de la survie, on en a parlé pendant ces 3 quarts d'heure passés, au-delà de comment coexister, comment… engager des nouveaux projets. Finalement, la question qui s'est posée à nous, c'est comment justifier de notre utilité? Parce que finalement, quand on est dans des moments aussi compliqués, aussi durs, aussi exigeants, ça pose la question de l'utilité du métier, de l'utilité de la prestation de service que l'on a avec nos clients, le principe actif que tu évoques, Renaud. Je pense que c'est là le cœur même de la sauvegarde des agences. Très souvent, les agences, quand je parle avec elles, elles me disent « je prends les boulots qu'on me donne ». Et quelquefois même, elles ajoutent « je les prends aux conditions auxquelles on me les donne ». Et je redis toujours aux patrons d'agence, aux freelances, regardez le temps que vous allez y passer et regardez si la rémunération est juste.
Bien évidemment qu'on a tous accepté des rémunérations quelquefois abaissées pour un travail, pour boucher un trou, pour gagner un nouveau client, pour faire la preuve de nos compétences, pour satisfaire un client fidèle à qui on a envie de faire plaisir pour une queue de budget. On a tous fait ça. Et bien évidemment, on continuera à avoir cette approche-là dès lors qu'on a le sentiment que celui ou celle qui est en face de nous, on aura la mémoire et on aura le souvenir et ne fait pas comme un mauvais système. Mais la question fondatrice, celle qui nous aidera à sortir de cette crise, c'est quelle est notre utilité? Comment nous, et on est plein d'agences différentes réunies ici, et je vois ceux qui sont présents, qui nous écoutent, sont des natures d'agences différentes. La question fondatrice, c'est quelle est notre utilité? Qu'est-ce qu'on sait apporter à nos clients que d'autres ne sauront pas faire ou que nos clients ne peuvent pas apporter? Et je voulais savoir si, Céline, chez toi, chez Newt, par exemple, vous avez, après je pose la question évidemment à tout le monde, est-ce que cette question d'utilité, alors c'est peut-être pas ce mot-là que tu as utilisé, mais elle est devenue le sous-jacent de toute la stratégie de conquête, de restart que tu entreprends pour Nude. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette stratégie pour, finalement, tu dis 2021 te fait peur, mais je te connais assez bien maintenant depuis 2-3 ans pour savoir que la peur ne te paralyse pas, toi. Tu n'es pas de cela. La peur t'engage plutôt, tu aimes bien aller au front, tu es velléitaire. Comment tu abordes cette année qui vient et voir ces 2 années qui viennent, si on en croit les perspectives que Guillaume semblait nous dresser par rapport à 2001 et la sortie en 2004? Le deuxième confinement, enfin, pour essayer de répondre de façon structurée à ta question, le deuxième confinement, on s'y attendait, on sait qu'il va durer longtemps, qu'il va y en avoir d'autres, donc en fait, on est résilient, il faut s'adapter à cette nouvelle façon de travailler, à cette nouvelle façon de vivre, et effectivement, il faut l'affronter. Donc nous, chez Nude, on est très combatifs. Donc, je dirais pas qu'on prend plaisir à ça parce qu'on vit une période un peu difficile et compliquée, mais ça nous a rendus encore plus combatifs ensemble et ça nous a unis. Et je pense que le rôle et l'utilité qu'on a pour nos clients, c'est des rôles de facilitateurs. On doit leur faciliter le job, leur mission, le déroulement de leur projet. Donc moi, je pense qu'on a notre expertise qu'on apporte à notre client. Ils ont des problématiques. On doit être agile, expert, professionnel, pertinent pour leur faciliter le déroulement de leur projet et de leur mission. Donc si moi, il y a un mot que je retiens, moi, dans mon agence avec mes équipes, on est des facilitateurs. Et est-ce que, par exemple, toi qui es en Chine, est-ce que tu vois cette reprise très fortement et est-ce que tu vois aujourd'hui des modèles de Shanghai qui t'inspirent pour la France? Il y a 2 choses. Il y a dans l'organisation, la façon dont les projets se font entre les clients et les agences en Chine. Pour être honnête, non. Parce qu'il y a une façon de travailler en Chine qui n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est la quantité qui compte et pas la qualité, c'est la rapidité et pas la digestion de l'information, c'est je fais, je défais, je refais, je change de stratégie. C'est-à-dire que j'ai des clients en Chine qui me disent « Bon, j'ai un produit, je vais ouvrir 2000 boutiques. » Ok. Ah oui. Et une semaine après, il fait « Non, je vais tout faire digital. » Ok. Et une semaine après, il dit « Non, je vais faire 5000 boutiques. » En toute l'Asie. Voilà. Et je rigole pas, je n'exagère pas. C'est ça la façon de travailler en Chine. Et d'ailleurs, on a réussi des exploits parce qu'on est quand même, on est une équipe de 15 personnes en Chine. J'ai gagné des appels d'offres contre des grosses agences et on a ouvert 5000 points de vente. Alors, ça fait 2 ans, on est peut-être à 3 000 aujourd'hui. Jamais en France, un annonceur m'aurait fait confiance pour ouvrir 5000 points de vente en France ou en Europe. Jamais. Donc voilà. Ton utilité, tu dis, c'est la facilitation. Ça veut dire quoi concrètement? Puisque pour ceux et ceux qui nous entendent, ils doivent aussi pouvoir réfléchir à eux-mêmes avec ce raisonnement. Ça veut dire quoi la facilitation? C'est déjà en interne. C'est-à-dire que arrêter les guerres d'ego à la création ou à la strat où il faut absolument avoir raison, c'est prendre du recul. On est au service du bon déroulement du projet, du rôle de conseil qu'on doit envers aux clients et on arrête les concours d'ego. Enfin, vous voyez les points internes, créa, j'imagine que vous en avez tous assisté ou même avec des directeurs de clientèle ou bon, voilà. Donc, c'est aussi faciliter
le projet en interne. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait vraiment gagner du temps au niveau de l'organisation et ça rend un projet aussi plus rentable pour l'agence. Et après, auprès du client, c'est faciliter les choses, c'est l'agilité, c'est l'écoute, c'est rebondir au bon moment, et encore une fois, savoir, moi j'ai toujours cru que la façon dont j'ai de travailler, c'est que il faut être aussi dans l'anticipation. On n'attend pas que le client il nous dise fais ci, fais ça. Enfin, on a un projet, on a un objectif, on a un enjeu. Si l'annonceur nous consulte, c'est qu'il nous consulte pour notre expertise et nos convictions. Donc, c'est à nous aussi de l'emmener, le client. Et c'est en ça qu'on doit être non pas dans une relation soumise, mais on doit maîtriser le projet et on doit mettre en place nos convictions par rapport à un projet qui nous est donné, tout en facilitant le déroulement du projet, c'est-à-dire, je sais pas, éviter les réunions inutiles, aller droit au but, être structuré dans notre démarche et dans notre accompagnement. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi, c'est avoir plus de conviction aussi, avoir plus de parti pris et prendre des risques. Enfin, en agence, on en prend tous les jours des risques, mais je pense que si les clients et les annonceurs, ils vont aussi avoir besoin je pense, de parti pris plus fort et pas une agence qui suit, mais une agence qui les emmène, qui les embarque. Et ça, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Fabrice, pour toi, les convictions, l'anticipation, la facilitation, c'est ça aussi les mots qui drivent l'utilité chez toi, chez Watt, dans le développement des prochains mois? Oui, bien sûr. Moi, j'ai une autre façon de répondre à ta question. Oui, 3 fois oui. La vraie question pour nous, l'interrogation sur l'avenir, elle n'est pas, et je ne crois pas que ça soit très prétentieux de notre part. Notre réflexion n'est pas sur l'utilité de l'agence, parce que je trouve que cette période nous a déjà montré, au moins de manière positive, l'utilité des sujets qu'on adressait. Nous, on est très fortement positionnés sur la confiance. Le sujet de la confiance, aujourd'hui, il est central. Enfin, il faut bien imaginer que le sujet principal aujourd'hui, c'est la peur de l'avenir, peur de venir travailler. Venir travailler est déjà un sujet en soi. Enfin, on a réellement des terrains. Je parle même pas du terrain conversationnel social. Chez nous, on a une agence spécialisée et c'est la seule qui ne connaît pas la crise et qui est à 20% de croissance. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut pas être. Enfin, ça veut pas dire qu'on a des micro-inquiétudes. C'est-à-dire que, bien sûr, l'appel d'offres dès 5 000 € pour chaque sujet, c'est un sujet absolument navrant. Nous, on s'interroge beaucoup, à vrai dire, sur le modèle d'agence, parce que je regarde plus particulièrement Guillaume. C'est vrai, quand on a passé les 100, la question de l'agence intégrée, très intégrée, se pose réellement. Donc, c'est vrai que, je voudrais au moins le dire aux freelances, que autant je pense que l'année 2021 va être difficile, autant je pense que les grandes agences, pour peu que nous, on soit une grande agence, enfin, disons que dans notre univers, on est plutôt une grande agence, c'est vrai que la réflexion sur le tout intégré avance très très vite parce que on doit mieux maîtriser l'agilité des compétences, c'est-à-dire que les compétences sont de plus en plus nombreuses et est-ce que c'est pas fou de vouloir à chaque fois les intégrer pour qu'elles se désintègrent quelques temps plus tôt. On a besoin de gérer de manière beaucoup plus agile les coûts fixes et les coûts variables. Enfin, pour toutes ces raisons-là, je pense que nous, ce qui nous interroge beaucoup, c'est le modèle d'agence. Quant au métier, je trouve que le métier du corporate au sens large, c'est l'entreprise qui dans toute sa dimension sociale et sociétale, elle est de plus en plus au cœur de nos problématiques. Donc, je ne suis pas inquiet là-dessus. Encore une fois qu'on a dit ça, 2021, je partage tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a un petit effet d'aubaine là, c'est qu'on est tous sur des queues de budget qui, je pense, vont nous sauver notre année 2020 malgré tout. Et le vrai problème est en 2021 pour plein de raisons, y compris pour des raisons de défaillance d'entreprise. Nous, on
on a des petits, des tout petits, des moyens et des gros clients. Enfin, vous voyez, Célio, nous on a Célio, on avait Alinea, voilà, enfin, ça fait partie du paysage. Et ça, il y a un certain nombre d'entreprises qui vivent sous perfusion de l'État, et je trouve, comme ce qui a été dit, qu'on a beaucoup de chance quand même d'avoir été accompagné aussi bien que possible, mais que peut faire l'État à ce stade-là. Je crains qu'en 2021, dès qu'on va arrêter la perfusion, ça tombe comme à Gravelotte, comme disait ma grand-mère. Guillaume, toi, tu vois comment la situation, comment tu l'appréhendes et comment tu fais évoluer le modèle de l'agence, si tant est que tu fasses une évolution de l'agence. Comment tu contribues à ça? On se questionne. Guillaume, on t'entend pas. Nous. Pardon. C'est bon, on t'entend. C'est bon. C'est bon, on m'entend? Ouais. Parfait. Ok. Nous, sur le sujet du modèle même des agences, etc., ouais, clairement, de toute façon, il y a un problème de dévaloriser nos métiers, des métiers malheureusement de la création en plus, et qui est au cœur de notre proposition de valeur. Il y a un sujet, je pense que c'est de notre faute et on a merdé depuis le début, c'est les agences, mais les annonceurs, du coup, quelque part en profitent. C'est que, je suis désolé, mais un appel d'offres, ça devrait être une loi et il faut qu'on monte un syndicat, il faut qu'on aille plus loin que la ACC ou autre, mais je ne peux pas porter ça, j'en sais rien, je ne sais même pas comment le porter, mais ça se paye, les avocats ont réussi, tout le monde a réussi à part nous et les archis. En fait, on est les deux métiers un peu couillons. Comment? Les archis s'en sortent mieux que nous quand même, ils arrivent beaucoup plus à se faire payer. C'est vrai, tu as raison, les archis s'en sortent mieux que nous. Donc, je veux pas du tout, c'est pas une tribune pour pleurer ou autre, mais il y a un vrai sujet sur le modèle des agences, alors qu'il y a, on a des vraies propositions de valeur. Je pense qu'on le sait tous et tout le monde le sait là dans ce truc-là. Moi, en fait, nous, on est parti d'un principe à la sortie du confinement, et puis pendant le confinement, on s'est dit, il n'y aura plus d'appel d'offres. Du coup, comment on fait pour bigoter dans tous les sens et chercher des choses et des nouvelles choses? Et en fait, on a productisé. On est un peu des pharmaciens. J'entendais tout à l'heure le sujet on est pharmaciens ou d'aspirine. Je me dis, on est un peu des pharmaciens finalement. On s'est dit, putain, il y a quoi comme maladie sur le terrain, là, chez les annonceurs? Quelles sont les maladies qui sont générées les plus importantes? Transfo digital, événementiel, plus possible de maintenir le lien avec les audiences, démotivation des collaborateurs, etc. Il y a tous ces étages-là. On a monté des offres qu'on a productisées. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, mon chiffre d'affaires va être le même cette année que celui de l'an dernier, mais alors pas du tout sur les mêmes choses, parce que c'est vrai, j'ai eu 100 fois moins d'appels d'offres sur des écosystèmes digitaux, des trucs gros, des raisons d'être, des plateformes de marque. Tout ça, on en a eu beaucoup moins. Par contre, on a été chercher des projets d'employés advocacy, parce que si tu veux digitaliser ta boîte, déjà, commence par digitaliser tes troupes, et ça passe par le social, terrain, du digitalisation d'événements. Là, j'en ai eu 6 aujourd'hui pour la Société Générale, j'en ai eu 4 en même temps. J'ai fait un multiplex pour Covea. Enfin bref, ça bouge dans tous les sens sur les événements digitaux. Les salons aussi, le salon des collectivités publiques avec le gros. Bref, on a fait des trucs qu'on ne faisait pas avant et on a transformé des gens. C'est clair que les 2 spécialisés en happiness manager chez nous et qui accompagnaient certains clients et qui même travaillaient chez nous sur ces sujets de management, etc. Clairement, ce métier, on s'est dit game over. Qu'est-ce qu'on fait? On veut vous garder, on veut continuer. Vous êtes top, vous pouvez y arriver, vous avez peut-être bien fait. On a monté des mini-académies. Et là, j'en ai 2, par exemple, qui sont devenus spécialistes digitaux, qui sont plutôt en direction de projet ou en gestion de projet et qui étaient avant des happiness managers. Donc, c'est comment on transforme des troupes. On a une chance pas possible en agence, franchement, c'est qu'on n'a que des talents. Et là, franchement, on leur doit ça en fait. Comment on fait en sorte qu'on transforme pendant un temps donné, parce que ça durera peut-être pas, parce qu'on retrouvera nos métiers aussi et plein d'autres choses plus structurantes. Mais en attendant, comment on fait ça? Après, on s'était gouré un truc, c'est que finalement, il y a eu des appels d'offres. Et donc, on a continué à s'amuser sur des terrains de jeu passionnants. Gilles, toi, ça répond. Oui, ça répond bien. Gilles, quelles vont être tes grandes initiatives, toi, pour 2021? Que vas-tu faire?
de Nice à l'égard des autres annonceurs qui sont… Alors Nice, c'est pas tant le souci que je sois à Nice, à Paris. Moi, j'ai la chance. En fait, moi, j'ai eu deux chances. Enfin, voilà. La première, c'est que mon épouse est russe et qu'en 2014, j'ai vécu un an à Moscou et je continuais à piloter mon entreprise déjà de Moscou. Donc ça, pour moi, le digital, c'est aujourd'hui, c'est presque plus facile qu'il y a 6 ans. La deuxième, c'est que j'ai eu la chance, et ceux qui me connaissent le savent, j'ai eu la chance de rencontrer il y a 5 ans un monsieur qui s'appelle Rodolfo Riscala et qui s'est retrouvé. L'exemple va vous paraître un peu bizarre et peut-être un peu déconnecté, mais c'est aussi l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. C'est un monsieur qui, à 30 ans, s'est retrouvé en situation de handicap à se faire amputer des pieds et des mains. J'ai fait un film avec lui il y a peu de temps. Et en fait, l'important pour lui, alors aujourd'hui, il est numéro 1 mondial en paradressage. Et le mot qu'il m'a dit, c'est être capable de s'adapter. Il faut être capable de s'adapter en permanence. Ce qui est compliqué avec 2021, c'est pas 2021 entrepreneur. On sait tous que quand on démarre un début d'année, on démarre avec des budgets à zéro pratiquement. Et on ne sait pas ce que va être l'année. Mais on sait qu'il va y avoir des choses. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps va durer le tunnel. On est dans un tunnel et on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça la véritable incertitude. Et ce qui est nouveau par rapport aux années précédentes. Comment vois-tu, toi, cette traversée du tunnel? Que vas-tu faire de particulier? Eh ben, comme le dirait le motto de l'agence OCO, quand tu traverses l'enfer, il ne faut pas s'arrêter. Donc, il faut marcher, avancer. Et donc, aujourd'hui, on est à tout le monde la blague parce que effectivement, chez OCO, l'état d'esprit de l'agence, c'est une phrase de Winston Churchill qui dit si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Et c'est une phrase qu'on avait sortie parce que 2 de nos collaborateurs avaient vécu des drames incroyablement plus importants que ceux que nous vivons aujourd'hui, successivement. Et je me disais, mais comment on va pouvoir garder ces garçons et ces filles à flot? Alors, je les voyais, je parlais avec eux régulièrement. Et à un moment donné, cette phrase est apparue dans mes lectures, une phrase de Churchill. Et je dis, cette phrase-là, elle est pour vous, cette phrase-là, elle est pour nous. Et elle est chez nous depuis maintenant 4-5 ans. Et depuis que la Covid est arrivée, elle est au bas de nos mails et elle n'a jamais quitté nos mails, notre site. Et tout le monde nous la ressort en disant, c'est ce qu'il nous faut comme état d'esprit. Si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Alors ça, c'est le message de ce soir. Et comment vas-tu faire, toi, pour accélérer et ne pas t'arrêter? Alors pour accélérer, en fait, là on a gagné nous un appel d'offres là pour faire des portraits de chercheurs. Au départ, ça devait être des portraits avec tournage, voilà, enfin des choses assez classiques. Et en fait, finalement, aujourd'hui, les portraits se font en Skype. Aujourd'hui, on sait, la vidéo ne va pas s'arrêter, d'accord? Alors moi, pour revenir à ce que disait également Renaud, c'est que les agences souffrent, mais les annonceurs souffrent aussi. Hein. Il va y avoir des baisses d'effectifs. Donc, ils vont avoir besoin de ce principe actif pour remplacer des compétences ou pour faire face à une absence de compétences. Parce que il y a moins de compétences et donc il va falloir faire appel à des personnes en externe. Il y a une autre chose que j'ai apprise et qui fait partie aussi moi de mon ADN, c'est quand je suis passé par Publicis, consultant au début de ma carrière, il fallait avoir une idée par jour. Et donc aujourd'hui, c'est d'être capable toujours d'apporter des idées. La vidéo ne va pas s'arrêter, il y a de plus en plus de vidéos. Du reste, j'anime le 23 novembre avec Comment un Staying Alive sur le mix prod vidéo, sur aujourd'hui quels sont les différents moyens pour produire des vidéos. Donc il y a envie de dire, il y a envie de prod, il y a du pitchy, il y a du play-play, il y a plein de solutions aujourd'hui pour faire des vidéos. L'idée c'est que, alors moi c'est comme ça que je le vis, en tant qu'agence, on doit être capable de se rendre indispensable, de se rendre unique, d'être là au bon moment, avec la bonne idée. Tant qu'on n'a pas, c'est même plus une question de budget, c'est une question d'avoir la bonne idée. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'anime depuis toujours avec tous mes clients qui me sont fidèles et je les remercie. C'est d'être capable d'avoir la bonne idée et après d'avoir la bonne logistique pour pouvoir produire. Que ça soit du Skype. Et l'important, c'est, on le disait en termes de contenu, c'est d'être toujours être capable de proposer le bon message. C'est pas que ça soit du Skype, que ça soit une Alexa, que ça soit un multiplex, que ça soit ce qu'on veut. C'est notre valeur ajoutée, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est d'être capable de faire de la maïotique et de produire le bon message avec une certaine frugalité aujourd'hui. Voilà. En termes de logistique.
Donc, c'est de toujours être innovant en termes d'idées, en termes de produits. Alors, sur Envie de Prod, je crée un pack live, je crée un pack Skype. C'est d'être capable il faut être actif, quoi. Il faut avoir ce principe actif dont parlait Renaud, qui me semble essentiel, encore plus qu'avant. Parce qu'il va falloir être indispensable, sinon les annonceurs n'ont pas besoin de nous, encore plus qu'avant. Et alors moi maintenant, effectivement, d'être en mode agile, flexible et en faisant toujours travailler les personnes qui m'ont accompagné pendant plusieurs années. Et ça, c'est important pour moi parce qu'effectivement, ça déchire le cœur de se séparer de talent. Alors, je me sépare pas de talent. Je me sépare d'un statut social. Je me sépare d'un CDI. D'accord? C'est ça qui est important. Gilles, je vais donner la parole à Renaud. Comment les agences aujourd'hui peuvent-elles être identifiées par un DIRCOM? On en a déjà parlé par le passé, mais on ne va pas refaire le débat. L'idée, ce n'est pas d'envoyer des mails. L'idée, ce n'est pas de faire des accroches par LinkedIn. L'idée, ce n'est pas de faire du téléphone. Gilles évoquait une idée par jour. Céline évoquait la facilitation. Guillaume, Fabrice pouvaient évoquer à la fois l'anticipation, la rénovation, l'organisation nouvelle qu'on pouvait apporter à des clients sur des métiers nouveaux en réfléchissant à leur manque. Comment toi identifies-tu les agences avec lesquelles tu vas travailler, comment vas-tu procéder pour identifier les agences avec qui tu vas travailler dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ouais, c'est une bonne question, c'est compliqué d'y répondre. Je reviens juste, mais très brièvement sur un petit point d'avant. C'est ce que vous avez tous dit, Céline l'a bien dit, Gilles vient de le rappeler, c'est on cherche chez vous ce que nous n'avons pas. Donc, s'il s'agit de venir donner l'heure à notre montre, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Il y a des choses qu'on peut savoir faire, mais qu'on va externaliser. Quand on se plonge dans les rapports de gestion, rapports de gouvernance, rapports annuels, qui soient intégrés, pas intégrés, c'est un tel boulot que ça, forcément, on va continuer à externaliser parce que de toute façon, on n'a pas la capacité de travail à mobiliser ces institutionnels qui ne sont pas toujours les trucs les plus funky. Et ça, de toute façon, on va venir vous voir pour ça. Et je continue aussi, là, je vais lancer un chantier des appels d'offres sur les réseaux sociaux parce qu'il y a peu d'entreprises qui sont à vraiment maturité. Donc, soit l'entreprise est mature, mais les salariés ne le sont pas. Par exemple, je prends cet exemple des réseaux sociaux parce que je pense qu'on n'a pas encore tous bien compris comment éditorialiser les contenus sur les réseaux sociaux et on a besoin de l'aide des agences. Et je vois que certaines agences aussi pataugent aussi comme nous parce que la martingale, personne l'a vraiment, mais ça, on va venir encore vous chercher. On va venir encore vous chercher sur l'image. L'image, il y a très très peu d'entreprises. Alors sans doute peut-être les énormes du CAC, Total, je ne sais pas, mais il y a très peu d'agences qui ont la compétence d'avoir quelqu'un qui peut faire un GIF ou du flat design ou du motion design. Donc tout ça, ça va continuer. Alors bon, motion design 2D, je pense que c'est un peu fini maintenant, il faut des trucs un peu nouveaux, mais ça, de toute façon, on va continuer à aller vers vous pour ça parce qu'on n'a pas les compétences dans le domaine de l'image, que ce soit de la créa, que ce soit de la vidéo, du 3D, 2D, tout ce que vous voulez. Donc ça, on ne l'a pas. Donc ça, on va continuer à aller vers vous. Il y a sans doute quelque chose qui va se développer aussi, c'est peut-être les agences qui vont être capables d'être plus fortes que d'autres dans l'exploitation des datas. On doit objectiver tout ce qu'on fait. Moi, je pense que j'ai mesuré chez Dalkia 100% de ce qui était mesurable en termes de communication. Et ça, l'exploitation des données, je pense que c'est peut-être une piste qui ne vient pas directement des agences de com, mais qui peut être une compétence à intégrer. Sinon, pour revenir à ta question initiale, puisque j'ai fait ce détour, moi, au début, quand je suis arrivé, comme je venais de la presse, je ne connaissais pas les agences, je me suis appuyé sur les conseils en choix d'agence. Donc, je pense que c'est encore utile d'être référencé chez Pitchville ou des gens comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de DIRCOM qui sont un peu largués, qui se disent on travaille toujours avec les mêmes. Elles ne prennent pas très cher par rapport à la consulte pour aller chercher du sang neuf, en quelque sorte. C'est moi, voilà, j'ai travaillé avec aucun d'entre vous, et peut-être que si je fais une consultation, je veux un reset complet de nouveaux prestats, ben peut-être que j'irai les voir et je leur fais confiance. Elles vont me trouver 5 personnes, 5 agences
Voilà. Donc ça, c'est pour vous, c'est ce référencement-là, ce que je pense qu'on a encore besoin, nous, de conseils en choix d'agence. Après, c'est vrai que LinkedIn, les innombrables mails, machin, etc., ça marche plus, quoi. On peut pas les ouvrir, les mails LinkedIn. Donc, c'est ce que vous disiez, c'est faut surprenez-nous, quoi. Ayez un truc neuf. Alors, c'est très difficile. C'est très concurrentiel. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a autant d'agences qu'il y a de Français dans le pays. Mais surprenez, faites ce que Céline a dit, ce que Gilles a dit, ce que Guillaume a dit, Fabrice. Soyez originaux, peut-être cultiver un créneau spécifique, un domaine d'excellence ou très pointu et qui va vous permettre ensuite de gagner d'autres marchés sur des choses peut-être plus conventionnelles, mais qui, à mon avis, il faut être identifié pour quelque chose. Un de mes sujets fétiches, c'est l'identification, la différenciation en entreprise. Comment moi, alors bon, là, je suis en monopole régulé, donc ça n'a rien à voir, mais chez Dalkia, mon concurrent, c'était chez Engie. Quelle est mon identification, quelle est ma différence dans tous mes supports qui fait que ce que je raconte, mon concurrent ne peut pas le dire. Faites ça avec les raisons d'être, vous allez rigoler. Donc, ça, c'est, eh bien, à mon avis, peut-être qu'il faut que vous vous posiez ces questions-là aussi, même si vous devez pouvoir prendre tous les créneaux, mais qu'est-ce qui fait que mon agence, ça n'est pas une autre agence? Et c'est peut-être une bonne démarche aussi à conduire au sein des agences. Je ne sais pas, moi je ne suis pas à votre place, mais c'est quelque chose qui m'obsède dans mon travail. Je poserai une dernière question à tout le monde pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Renaud. C'est 2021, on a vu comment vous l'appréhendiez, l'inquiétude, l'organisation. Si vous deviez donner un conseil à tout le monde, d'abord, moi je vais en donner un tout de suite. Ce qui va être important, c'est que la semaine prochaine, il y a une très très bonne conférence qui est faite aussi par la communauté des agences sur la rentabilité des agences. Comment piloter sa rentabilité? Je vais donner un conseil. Pour nous, à l'agence, la première rentabilité, c'est dans les appels d'offres. Nous notons nos clients lorsqu'ils nous appellent pour un appel d'offres. Sinon pas 12 sur 20, on ne répond pas à l'appel d'offres. Et notamment, nous expliquons aux clients qui ne donnent pas de budget qu'on ne répondra pas. Ça nous va très bien. Et quand il nous donne un budget et qu'on lui demande combien d'agences il y a, et s'il ne nous répond pas, nous ne répondons pas. Et si seulement après il nous donne le budget et le nombre d'agences, on regarde si c'est rentable. Et on lui explique notamment que nous, agences, on va passer un certain nombre d'heures qui va le temps pour l'appel d'offres. Si on multiplie par le nombre d'agences qu'il a consultées, ça se trouve peut-être que notre filière, il y a une agence qui va être heureuse et qui va gagner, mais notre filière au cumul aura peut-être dépensé plus d'énergie, de travail et de temps que ce qui va rémunérer à une agence et que c'est finalement pas rentable. Donc, il y a une pédagogie à avoir auprès des DIRCOM, tu l'exposais, pour se faire connaître, mais aussi auprès des achats ou des DIRCOM aussi. Quand ils nous demandent 3 agences pour 5 000 balles, on leur dit c'est bon. Pourquoi on va dire non? On leur dit poliment parce que c'est pas rentable. Parce que vous êtes en train d'assécher les agences et vous pensez de donner 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, mais à l'égard du travail qui est fourni, c'est pas rentable. Mais la semaine prochaine, il y aura une vraie belle conférence menée pour le coup par beaucoup de filles. On est beaucoup de garçons ce soir. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de filles et qui vont expliquer comment bien gérer son agence. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Mais là, je voudrais vous poser une dernière question à vous tous. C'est quel est votre conseil donc pour 2021 pour les agences qui nous écoutent, pour les freelances, pour les DIRCOM, pour toute la profession? Quel serait votre mot? Je ne vous ai pas demandé de le préparer, donc vous allez devoir improviser. Quel est votre mot d'ordre? Quel est votre état d'esprit pour qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la profession pour les 12 mois qui viennent? Vous avez 1 minute chacun pour le dire. Allez, on commence par. Allez, je commence par Fabrice parce que Fabrice, je vois, il est prêt là. Il lève la main pour parler. Oh, j'ai moins de temps que les autres pour réfléchir. Bon, non, moi, déjà, donner des conseils, je vais me livrer à l'exercice, mais je trouve qu'il faut qu'on soit très, très prudent. Voilà. Je vais simplement dire ce que nous, ce en quoi on croit vraiment. On pense que l'enjeu de 2021, c'est de garder le moral. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais je pense que aujourd'hui, faire qu'une équipe de 250 personnes, par exemple, conserve le moral, parce que derrière le moral, il y a l'envie, il y a la créativité, et on a tous dit que c'est ça qu'on vendait à nos clients.
Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner parce que garder le moral, c'est garder nos talents. Voilà. Après, rentrer dans le détail de comment chacun doit faire, si je vais déjà essayer de m'appliquer à moi-même une espèce de potion magique que j'ai pas encore tout à fait trouvée, mais je trouve que c'est autour de ça que ça se joue parce que sur un temps long, enfin, Guillaume parlait de 2001, alors j'ai connu moi même 91, 2001, 2008, il faut imaginer quand même que 2008, le monde a vacillé pendant 3 semaines et on a mis 3 ans à s'en remettre. Et là, ce qui est totalement inédit, c'est que ça fait bientôt 9 mois que le vent vacille et qu'on n'a pas encore la sortie du tunnel. Donc, je pense que conserver la notion du temps long, des talents, des équipes, c'est notre enjeu majeur. En tout cas, nous, c'est celui qu'on s'est fixé comme objectif. Guillaume, pour toi? Ouais, si avec un mot, solidarité, surveillez-vous les uns les autres. Il y en a qui vont mal et qui s'en rendent même pas compte. Ça va être difficile, ça va durer longtemps. C'est horrible parce qu'on peut même pas vraiment donner de vision derrière parce que on n'est pas du tout à l'étape de modéliser la proposition de valeur de l'après 5e confinement, j'en sais rien. Et du coup, faut se protéger et il faut être solidaire. Les annonceurs doivent être solidaires avec les agences, les agences entre elles doivent être solidaires avec les freelances, avec leur communauté interne. Surveillons-nous vraiment parce que c'est vraiment une sale période, c'est une mauvaise période et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Plein d'actus que j'ai pas compris moi. J'ai perdu des budgets justement parce que des Américains ont donné parce que je travaille avec pas mal de grands comptes américains qui ont préféré donner à des agences américaines, un peu nationalistes, etc. Et puis j'ai vu en parallèle des gros groupes français quitter pour des Américains des agences françaises. Je citerai pas, mais il y a des pépites qu'on dégringolé à cause de ça, des pépites de notre. C'était peut-être pas le moment, peut-être que ça se passait mal avec l'agence, mais il y a un moment pour faire les choses et je pense le mot solidarité, c'est le seul mot que j'ai envie c'est le mot d'ordre à mon avis pour les prochains mois, prochaines années. Gilles, je vais finir avec Céline. Alors Gilles, comme ça, je sais que Céline elle va réfléchir encore ça. Gilles, un mot pour Alors, la solidarité, je pense que c'est un mot important effectivement. Et j'ai eu la chance de faire un café avec Séverine Lecomte, nouvelle présidente de Comment, où elle a parlé de solidarité. Je pense, moi, je suis un fataliste optimiste et je pense qu'on est quand même, on vit une crise extraordinaire, mais on n'est pas non plus en guerre, on n'est pas sous les balles, on n'est pas donc à un moment il faut relativiser. Et puis c'est la carte de la flexibilité, de l'agilité, c'est qu'il faut être capable de s'adapter à cette tunnel dont on ne voit pas la sortie en fait. Donc le maître mot, c'est l'adaptation, c'est vraiment cette capacité de s'adapter, d'innover et de traverser en fait. Il faut marcher en innovant et il faut pas traverser cet enfer en pensant à innover, pas simplement à s'en sortir quoi. Allez Céline, à toi. Renaud, ah bien, je pensais que je passais en dernier. Allez Renaud, t'arrêtes. Qui est dit Renaud. Bon, moi, j'ai pas de truc magique. C'est marrant parce on est un peu dans des mêmes thématiques. Moi, on est dans une période qui est tellement incertaine. Gilles le disait, on n'est pas sous les balles, mais on est quand même un peu sous les balles. Moi, je change ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux parce que je veux dire, je suis dans une entreprise publique et j'essaie d'expliquer aux gens, on n'est pas hors sol. Autour de nous, il se passe des choses affreuses. Et je parle même pas du confinement, je parle de plein d'autres choses. Et donc, on est dans un monde qui est incertain. Donc, vous avez des modèles économiques qui sont incertains. Et donc, le seul truc qui est certain, c'est que plus on va cultiver la solidarité et l'humain, je ne sais pas comment ça se traduit dans le business, mais plus on va renforcer ces liens qui unissent, je pense et on va aller vers le vrai. En fait, c'est ça qui va rester. Et le vrai, je ne sais pas, moi, l'opposé du vrai en communication, c'est toute cette com pourrie qu'on a pu tous faire pendant des années, qui s'appelle le bullshit corporate, où on ne croit pas une seule seconde à ce qu'on raconte. Et je pense qu'au niveau des annonceurs, on va aller vers les choses plus essentielles, plus vraies. On va arrêter de nous mettre des adverbes, des adjectifs, des machins qu'enrobent avec des phrases qui ne veulent rien dire.
et on va sans doute retrouver du sens aussi à travers ces crises-là. Et donc, au bout du bout, moi, je vous dirais que cultivez vos singularités, parce que vous êtes tous des agences, mais vous êtes tous différents, et c'est sur les singularités que nous, les annonceurs, et cette patte humaine, on va peut-être faire nos choix, en fait, plus que sur les aspects purement techniques. Alors, Céline, toi, quel va être ton mot d'ordre pour l'année? Bah écoute, avec Renaud, c'est une très bonne transition parce que moi, ce que je voulais dire, c'est aussi de rester soi-même. C'est-à-dire que là, on parlait, alors comment je vais trouver des clients, une idée par jour, innover, oui, très bien, mais c'est surtout aussi rester droit. Enfin, on ne va pas changer, ni en tant qu'agence, on ne va pas révolutionner notre positionnement d'agence, révolutionner notre histoire, on ne peut pas la changer. On est chef d'entreprise, on est comme ça, on a monté notre boîte, on a développé notre boîte d'une certaine façon et on ne va pas revoir les choses. Moi, en 2021, je vais essayer, et je vais le faire, de juste rester cohérente avec ce que je veux que l'agence soit, rester avec moi-même, cohérente pardon avec moi-même, et c'est comme ça, je pense que les clients, je fidéliserai les clients ou je séduirai des nouveaux clients qui me correspondent. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais je pense qu'il ne faut pas être à l'affût du projet à tout prix. Il faut être à l'affût du projet qui te correspond. Et le DIRCOM ou la DIRCOM, la relation va bien se passer parce qu'on va être sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que parfois les appels d'offres, on choisit, alors moi j'ai jamais été chez l'annonceur, j'ai l'impression qu'on choisit, alors ok, la créa est mieux, le budget est moins cher, mais à un moment donné, quand on s'engage pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, on s'engage aussi sur une relation durable. Et la boîte, elle a beau être top en créa, pas cher, sur le papier c'est génial, et en pratique ça se passe pas bien, et il valait peut-être même mieux choisir parfois l'agence où en créa était un petit peu moins bonne, peut-être un petit peu plus chère, mais à la fin, dans 3 ans, elle va apporter plus. Et moi, j'aimerais bien que les annonceurs ils choisissent différemment. Voilà, pas que moi, toujours là. Je n'avais pas pensé me poser cette question non plus à moi-même. C'est la question que je vous ai posée. Mais demain, je vais vous dire, je vais présenter un dossier, un appel d'offres avec quelqu'un de très, très important dans ce pays. Et la méta-idée de notre co, c'est une phrase de Voltaire qui dit « Le paradis terrestre est là où je suis ». Et je pense que c'est aussi mon état d'esprit du moment. C'est-à-dire que, et ça aligne, je crois, et ça résume bien tout ce que vous avez dit les uns les autres, on n'a pas le choix de supporter ou pas ce qui nous arrive, on n'a que le choix de l'affronter, on n'a que le choix d'y faire face, en restant, tu as raison Céline, attaché à ce que nous sommes. Je suis d'accord avec Gilles en disant qu'il faut qu'on soit encore plus créatif que jamais. Je suis d'accord aussi avec Fabrice lorsqu'il dit il nous faut à la fois rester humble, ne pas donner de leçons aux autres, mais finalement s'appliquer à soi-même des règles auxquelles on croit. Et quand Guillaume parle de solidarité, je crois que les agences ont besoin de solidarité, ont besoin d'écoute, ont besoin de respect, mais il faut aussi qu'elles s'écoutent elles-mêmes et qu'elles se parlent davantage. C'est le sens du travail que nous menons chez Comment avec ce réseau des agences qui, année après année, continue comme à grandir et à réunir de plus en plus d'agences. Comment est une place pour ça, de rencontres, d'échanges. C'est là pour casser les solitudes, c'est là pour casser l'isolement. On va intensifier l'année prochaine nos projets au sein du réseau agence. Je vous invite vraiment à venir jeudi prochain écouter cette conférence sur la rentabilité des agences. On va vous donner de nouveaux rendez-vous, mais je crois qu'il nous faut accepter la situation telle qu'elle est là. De toute façon, qu'on l'accepte ou pas, elle s'impose à nous. Et il nous faut prendre le bonheur là où il est aussi, non pas béatement, non pas en étant ultra positif, mais simplement en cherchant à construire des voies, des sorties nouvelles, des projets nouveaux. Et demain, j'irai raconter ça à quelqu'un pour dire que le bonheur, le paradis terrestre, le bonheur est là où je suis. Ce sera le mot de conclusion que je vous propose. Ah, il y a encore des questions, on est encore un chat. Attendez, on est en dernière ligne droite. Il y en a qui se réveillent. C'est comme aux enchères. Il y en a qui attendent la dernière minute pour lever le doigt. Maintenant, c'est Audrey qui nous salue. C'est Bruno qui nous salue. Merci à tous. Merci à vous 5 qui avez pris part à cette conférence. Merci aux questions qui ont été posées. Il est 20h15. J'avais promis qu'on ne dépasserait pas 20h15. Rentrez bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. À bientôt les amis. Ciao.